Ok, parfait. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session du webinaire de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, CNR, sur l'IA et l'avenir du travail. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Aboubakar Sawadogo, votre modérateur. Je suis le chargé de la communication à la FEFAS et cofondateur de Ticket Please. Ce soir, nous plongeons dans une discussion captivante sur la manière dont l'intelligence artificielle façonne le futur du travail et et les implications sur nos carrières et nos industries. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir Monsieur Amo Bazongo, un expert reconnu en IA et entrepreneur digital. Il est le promoteur de Tech Emerging Africa et l'initiateur de la CNR, la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, qui met en avant les innovations les plus récentes dans le domaine de l'IA en Afrique. Nous accueillons également M. Aristide Bandaogo, CEO de Go AI Corporation, la première startup 100% IA au Burkina Faso et ingénieur IA chez Philippe Maurice International. Il a également été nommé top 10 euh, des gens qui ont impacté la tech au Burkina Faso en 2023. Donc, ce soir, on a de la matière. Notre webinaire va se dérouler en quatre grandes parties. Principalement, l'introduction que je viens de faire tout de suite, une présentation de 25 minutes pour chaque expert, une partie questions-réponses et enfin, un mot de notre très cher président, Ismaël Ouendemi Ouedraogo, pour le mot de fin. Donc, j'espère que vous êtes tous en place. Donc, pour débuter, je vais d'abord céder la parole à Monsieur Amon Bazongo pour éclairer nos lanternes et assouvir notre soif de connaissances sur le sujet. Amon, nous sommes tous impatients d'écouter votre présentation. Le micro est à vous. Monsieur Amon, vous nous recevez? Oui, désolé, j'ai reçu un appel. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Bon, c'était juste une petite introduction, en fait, pour présenter un peu le sujet Ok, et voilà, présenter un peu les experts de la soirée. ok, super. Me Donc, présenter, c'est ça? oui, donc je viens de dire que voilà, je vais essayer. Bon, notre webinaire va se dérouler en quatre grandes parties, comme je viens de mentionner ça tout de suite. Donc, une petite introduction que je viens de faire, en fait, pour présenter un peu Mhm, les experts, présenter le thème et voilà. Donc, il y a la deuxième partie qui sera l'intervention, bien sûr, des experts. Donc, chaque mhm, expert aura 25 minutes pour oui. parler sur le sujet. Ensuite, Mhm, on aura une partie questions-réponses voilà, pour prendre les mhm, questions des participants via le chat ou directement via le Zoom. oui. Et une dernière partie où on va inviter notre président Ismaël Wendemi Ouedraogo pour un mot de fin. Ensuite, je vais remercier les différents participants. Ok, Donc, voilà, on était à vous maintenant pour votre présentation. ok, ok, merci. Donc, je suis le premier à démarrer, c'est ça? Exactement, oui. Ok, voilà, merci de m'avoir invité à votre conférence. Alors, Donc, c'est d'abord, avec je plaisir. voudrais remercier votre président qui m'a contacté pour une conférence et je lui ai proposé d'ailleurs de s'associer à CINAR, la semaine de l'IA des technologies émergentes. Et il a bien voulu accepter et soutenir l'événement en même temps. Donc, c'est un merci à lui. Alors, moi, je suis Amor Bazongo, je suis ingénieur en intelligence artificielle, disons entrepreneur également, consultant, c'est ce que je fais. Mais également au Burkina, j'essaie de contribuer au développement de l'écosystème des technologies émergentes. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, voilà. Maintenant, on a commencé même à parler maintenant de l'espace, des technologies spatiales, de l'informatique quantique
de la fusion nucléaire. Tous ces sujets-là, on a parlé de ça durant la semaine. Donc, ça participe voilà, du développement de l'écosystème local. Donc, c'est un peu ce que je fais. Travaille actuellement, je suis d'ailleurs à Orange Digital Center, voilà, qui est un acteur de l'écosystème. Et Tech Emerging Africa, c'est une organisation qu'on est en train de structurer qui veut en fait réunir tous les acteurs de l'écosystème en réseau, de telle sorte que voilà, l'écosystème soit un peu plus développé. Donc, c'est l'objectif de Tech Emerging Africa. Donc, si les technologies émergentes vous intéressent, vous êtes bien sûr invité à rejoindre et à contribuer à ce que l'écosystème vive, pas seulement au Burkina Faso, mais aussi voilà, en Afrique. D'ailleurs, le Sénégal fait partie du Sahel, même si ne fait pas encore partie de l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est un rappel. Maintenant, pour ce qui concerne le sujet, je dois continuer ou peut-être je laisse le co-panéliste ou qu'est-ce qui est prévu? Ouais, vous pouvez y aller directement. Ensuite, on va passer la parole à M. Bandaogo pour se présenter aussi et parler directement du sujet. OK. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, l'impact de l'IA dans le travail du futur. Alors, c'est un sujet intéressant dans la mesure où, en fait, d'ailleurs, durant la conférence, on a tous accepté que l'intelligence artificielle va changer presque tous les domaines de notre vie. OK? L'éducation, hier, j'étais à UGKZ où on parlait de l'éducation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore parlé de l'éducation. Il y a eu l'énergie, il y a eu voilà, l'entrepreneuriat. Plein de domaines seront impactés. Donc, le travail, effectivement, fait partie de ce domaine qui est très, très important dans nos sociétés. Vous savez que, d'ailleurs, on est envoyé à l'école pour aller chercher du travail, OK, pour être Ouais. prêt pour, pour l'emploi. D'ailleurs, toute l'éducation est faite de ça. Et cela a une histoire. En fait, l'éducation ne vient pas de nulle part. Il faut savoir qu'il y a eu une évolution qui part carrément disons, je vais aller dans les livres d'histoire, disons, c'est la période de la chasse et de la cueillette. Vous voyez? À cette période-là, on ne parlait pas de travail, vous voyez? On parlait de survie ou de C'est vrai. vie, je dirais bien ainsi. Voilà. On ne travaillait pas, mais on vivait simplement. C'est-à-dire, on partait juste chercher à manger et on revient. Voilà, pour soi, pour sa famille, et c'est tout. Mais la société a évolué, ils ont découvert l'agriculture, ils ont inventé, ils se sont structurés, ils sont devenus des sociétés autour de l'agriculture. Donc, à partir de là, les premières formes de travail ont démarré. Vous voyez, c'est-à-dire ceux qui avaient les terres, OK, et embauchaient des gens. C'était pas vraiment des embauchés, mais c'était OK, on s'entend, voilà, tu travailles, c'est moi, la terre m'appartient, donc tu dois faire ce que je dis, c'est moi le boss, OK? Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, ça, c'était, disons, l'ère, la société de l'agriculture, c'était agraire. Donc, c'est Mhm. comme ça que on pouvait voir disons, les prémices voilà, du travail. Mais le Mhm. travail, essentiellement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est vraiment né avec la société industrielle, c'est-à-dire l'ère de l'industrie. OK? Lorsque la machine à vapeur a été créée, lorsque les usines ont été créées ouais, pour pouvoir transformer les produits agricoles, c'est en ce moment qu'ils ont voulu en fait automatiser tout. C'est-à-dire c'est une période où tout le monde voulait, on travaille, c'est-à-dire lorsque vous travaillez dans une usine, on voulait même automatiser la manière dont en fait le travail est fait, la standardisation, comme on l'appelle, la taylorisation. Ça, c'est les Ouais. leçons de quelle classe. Voilà, voilà c'est vraiment le travail, c'était en ce moment le travail. Mais de là, si vous vous rappelez bien, et les mouvements d'union sont nés à partir de là. Et les coopératives, on appelle les unions pour défendre les intérêts des travailleurs, ok, les syndicats, je dirais, c'est durant l'ère de l'industrie que, en fait, le travail, que, en fait, ces choses-là sont nées. Donc, vous voyez qu'en fait, la technologie, je ne suis pas encore allé au-delà, mais déjà, les découvertes technologiques et la technologie en général impactent, en fait, comment
le travail évolue. Donc, l'agriculture a impacté le travail, l'industrie a impacté le travail. Ensuite, vous allez voir qu'après l'industrie, disons, on est allé à une ère de, de l'information. Ok. C'était Mhm. l'électronique, l'informatique et tout, tout, tout. Et là, vous allez voir qu'également, il y a un nouveau type de travailleur qui a apparu. C'est des travailleurs qui sont assis dans les bureaux, avec des ordinateurs tous les jours, voilà, avec des machines et tout ça. Pas des machines mécaniques cette fois-ci, mais des machines pour envoyer de l'information, communiquer par-ci, par-là. Donc, le type de travail a commencé à changer également. Si vous allez dans des pays comme aux États-Unis, les services, c'est l'industrie la plus importante. OK? Mais Mhm. dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, disons subsaharienne, c'est toujours l'ère agraire. On est toujours à l'ère agraire puisque la majorité des travailleurs, entre guillemets, c'est Mhm. des cultivateurs, des fermiers. Donc, on est Mhm. toujours à cette période et on n'a pas encore pu aller à l'étape suivante qui est l'industrie. Mais on est à l'ère de l'information. Disons, c'est l'intelligence artificielle actuellement et je dirais l'intelligence artificielle, c'est un peu, pour moi, hein, ça c'est toujours en théorie parce qu'actuellement, on ne peut pas écrire l'histoire dans le présent. On Mhm. regarde toujours le passé pour le faire. Mais je Effectivement. me dis que l'intelligence artificielle est au milieu, disons, à cheval entre l'ancienne société, qui est la société de l'information, et une nouvelle société qui est en train de se positionner. OK? Donc, il y a une nouvelle société qui rentre dans une nouvelle forme de travail qui va se créer. OK? Une nouvelle manière de travailler qui va se créer. Et certains même parlent de la société de l'imagination. C'est une société où il suffit d'imaginer, il suffit d'être fort dans l'imagination où tu pourras en fait créer quelque chose. Mhm. D'ailleurs, quand vous prenez ChatGPT, il faut savoir bien poser les questions pour avoir les réponses. OK? Donc, Exactement. si tu n'es pas fort dans les questions, tu ne pourras pas en fait poser et avoir les bonnes réponses. Donc, voici un peu une évolution qui montre que avec l'évolution de la technologie, le travail change. Et la manière de travail change, les méthodes de travail changent. Donc, on va changer également. C'est-à-dire, dans nos sociétés, voilà, les méthodes de travail vont forcément changer. Maintenant, le comment, c'est est-ce que nous, on veut aller vers ces méthodes de travail, ces nouvelles méthodes de travail, est-ce qu'on veut forcer y aller ou bien est-ce qu'on veut se laisser forcer? Parce qu'il y a un choix en fait à faire. Mhm. Soit on dévance la transition, c'est-à-dire on y va de façon sérieuse et responsable. On se dit, OK, il y a des changements qui vont arriver. Au lieu d'attendre que les changements nous arrivent à nous, comme d'habitude, parce qu'en Afrique, on attend toujours que les choses nous arrivent, OK? On peut décider que, OK, voici ce que l'on peut faire pour se préparer aux changements qui sont en train de venir. Voilà. Donc, je pense que c'est à cette étape-là qu'on est actuellement. Donc, ce que l'on peut faire, c'est peut-être essayer de théoriser, essayer de voir si, il y a des types de travail qui vont apparaître, il y a des types de travail qui vont disparaître, il y a des types de travail qui vont s'adapter. OK? Même l'agriculture s'est adaptée. Avant, il y avait pas de machines, il n'y avait pas de, comment on les appelle, les tracteurs. Les Mais tracteurs. voilà, les tracteurs ont apparu. Mais toujours est-il que, bon, on n'a pas adopté. Quand vous venez au Burkina, bon, c'est pas partout qu'il y a des tracteurs dans les champs. Alors que Mhm. vous êtes dans les pays développés, voilà, vous prenez j'aime bien utiliser les Pays-Bas comme exemple. Mhm. C'est voilà, c'est carrément la technologie dans l'agriculture. Donc, on n'a pas encore vraiment adopté la technologie dans l'agriculture, par exemple, alors que c'est là où, en fait, on trouve le plus de travailleurs. Donc, il faudra qu'on commence à réfléchir sur comment on va s'adapter pour les prochaines choses à venir. Donc, je vais peut-être m'arrêter là un tout petit peu. Peut-être le dernier aspect que je voulais euh, euh, mentionner, disons, comment essayer d'identifier les types de travaux, les types de travail qui vont changer. Ça, c'est peut-être un aspect qu'on pourra mentionner. Mhm. S'il y a le temps, je ne sais pas, s'il y a un timekeeper, je ne sais pas si j'ai le temps de peut-être brosser ça Si, si, rapidement. oui, bien sûr, vous pouvez y aller. OK, Bien donc sûr. peut-être c'est le dernier aspect que je vais mentionner pour peut-être permettre à monsieur, le co-panéliste Bandaogo. de voilà, Bandaogo, Mhm. voilà, Oui. et enchanté d'ailleurs. Euh, et, donc, peut-être ce dernier aspect, c'est comment alors, si on sait qu'il y aura forcément une transition, et si on veut aller vers cette transition-là, avant Mhm. qu'elle ne nous arrive à nous, comment on détecte vraiment ces travaux, ces types d'occupations qui vont changer et ces types d'occupations qui vont disparaître, comment on le fait? Alors, il y a
il y a des frameworks qui ont été théorisés, hein. Ce sont des choses toujours en théorie. D'ailleurs, il y a quelques jours, je pense que c'est avant-hier, que je voyais ça, je voyais Bill Gates qui proposait aux États-Unis de réduire la durée du travail. Parce que vous savez que le travail, par exemple, je pense que je sais qu'au Burkina, c'est de 7 heures ou de 8 heures à 17 heures. Peut-être on peut me corriger, Exactement. je ne connais pas exactement la loi. Mais en tout cas, il y a une heure. Je sais qu'il y a des pays asiatiques, c'est de 9 heures à 18 heures. Donc, il y a une heure de travail. OK? Et Exactement. il y a des pays qui ont réduit cette heure de travail. Je sais qu'en Suède, ils ont travaillé pour réduire le nombre d'heures de travail de 9 heures à 6 heures. Je pense qu'en Suède, ils ont réduit le nombre de travail. Et il y a des propositions actuellement qui veulent que on réduise le nombre de travail à carrément 3 heures dans la journée. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de venir et parce qu'on pourrait effectivement faire plus. Il y a des choses qu'on peut faire en 5 minutes, alors qu'avant, voilà, c'était 2, 3 heures qu'il fallait. Exactement. Donc, il est Exactement. logique que le temps du travail doit diminuer d'une certaine manière. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui vous donne une idée sur comment le travail va changer. OK? Mhm. On va devoir dormir plus tôt. OK? Et puis se réveiller plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne en plus? Ça, c'est une autre question. Peut-être que les gens vont plus Non, dans ce cette sont des bons discussion. terrains. Donc, ça, c'est vraiment ça, c'est des discussions qu'il faut avoir. Mais j'aime bien, en fait, le framework qui consiste à diviser le travail en, disons, deux types. Il y a deux types de travaux, OK? Il y a les travaux qu'on connaît le plus dans notre région, là, c'est les travaux physiques, OK? Et voilà, il faut avoir la force pour vraiment faire ce genre de travaux-là, OK? Ou disons, il faut avoir l'habilité, il faut être habile, vous voyez? Quand vous prenez, par exemple, un plombier, OK? Il faut être habile, il faut savoir, voilà, il faut utiliser son corps pour dévisser, visser, des trucs comme ça. Quand vous êtes un jardinier, vous devez en fait savoir où aller prendre en fait l'appareil, disons, l'outil et puis arroser. C'est-à-dire ça demande en fait une sorte d'habileté. Si vous êtes Mhm. sportif, il faut carrément être physique. Voilà, le sport, voilà, c'est un travail de nos jours. Voilà, c'est un travail parce qu'effectivement, il y a Non. plus de temps Mhm. il y a plus de, avant, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire du sport. Comme maintenant, il y a plus de temps. On fait du sport, c'est devenu même du divertissement. Donc, c'est une forme de travail qui demande du physique. OK? Et donc, j'essaie de voir les types de travaux qui demandent de l'habilité, mais aussi du social. Il y a des types de travaux qui demandent du social. OK? Mhm. Dans Oui. ces travaux que j'appelle les travaux de type physique. OK? Ok. Donc, ces travaux de type physique-là, il y a une demande d'habilité et puis il y a une demande de social. OK? Essayez d'imaginer en fait une classification à quatre où vous avez en fait l'habilité élevée, sociale élevée. Le social, ça veut dire simplement, vous avez besoin disons, d'interaction avec les autres pour faire votre activité. OK? Par exemple, des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. L'intelligence artificielle n'a pas besoin d'interaction humaine. OK? Mhm. Mais l'être humain, voilà, c'est l'interaction humaine qui est très importante. Par exemple, quand vous êtes joueur de football, vous ne pouvez pas jouer au football tout seul dans votre chambre. OK? Vous ne pouvez Clairement pas pas. le faire. Mhm. Donc, on a besoin, voilà, même si vous jouez à 11 contre 11, ce n'est pas intéressant. Il faut le public, il y a plein de choses. Voilà, même il y a l'arbitre qui est dedans, la VAR et tout ça. C'est tout un environnement qui est social, qui est très, très dynamique, qui est difficile, pratiquement, en tout cas actuellement, presque impossible à répliquer par l'intelligence artificielle. Donc, ces genres de boulot-là seront Mhm. pratiquement, j'allais dire, sécurisés. Voilà, un boulot où tu as besoin d'une habilité et d'une capacité élevée de social. Ma pensi, sai quelle le sei secondo me? Come non può? Per cui fai un po' di tempo. Un po' di tempo. Ora, già un po' quello. Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. No, no, là è solo questo è dell'opera.
On a Je perdu pense Monsieur Bazongo, on que dirait. ouais, il doit avoir des problèmes de connexion. Peut-être qu'il y a la coupure là-bas, parce que vu qu'il y a trop de coupures ces temps-ci là. Oui, quand même. Ok, bon, je pense qu'il était quand même vers la fin de sa présentation. Donc, on peut attendre peut-être 3 minutes pour voir s'il pourra se reconnecter. Sinon, on va directement rebondir en même temps sur ta présentation. D'accord. Mhm. Ah, il dit qu'il a eu une coupure, qu'il est en train de se reconnecter. C'est bon? Oui, c'est parfait. OK. Les réalités du pays, vous savez, on a actuellement des délestages d'Internet. Ce sont des... Donc, comme vous savez, hein, voilà, on est toujours à l'ère à grève. C'est très, très compliqué. Mais Oui, j'espère qu'avec d'ici quelques années, ça va s'améliorer. Donc, je pense que je parlais de... J'ai toujours le temps, hein, très rapidement. Il ne faut pas que je... Parce que ouais, quand je environ commence... 5 minutes comme ça. OK, donc très Oui. rapidement. Mhm. Donc, je parlais tantôt des types de boulot qu'on peut dire en fait un peu sécurisés, que j'essaie Mhm. de classer en deux, travaux physiques et puis travaux, je dirais, cognitifs. Parce que les travaux cognitifs, en fait, sont des travaux qui demandent en fait de l'intelligence. OK? Par exemple, si tu Ok. es médecin, tu n'as pas besoin de ta force physique, même si tu n'as pas voilà, tu n'as pas de pieds, de bras. Si tu peux faire le diagnostic, c'est que Mhm. tu peux dire en fait, OK, telle personne a telle maladie ou pas. C'est une question de connaissance, OK? Si tu Clairement. es enseignant, c'est ta connaissance que tu enseignes. Donc, ça, c'est du travail en fait cognitif. Donc, je pense qu'on peut séparer ça de cette manière. Maintenant, pour les travaux de type physique, il faut analyser en fait la dextérité dont on a besoin et puis le besoin de sociabilité, OK? Mhm. Oui. Lorsque, lorsque tu as besoin de sociabilité et de dextérité, je pense que tu es safe. Mais il y a des types de boulot en fait où vraiment, bon, et c'est très facile à automatiser. OK? C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un robot très smart pour automatiser cela. OK? Par exemple, en fait, il y a des trucs où c'est déjà presque automatisé, hein. Disons, dans certains pays, c'est automatisé d'une certaine manière. Quand vous prenez, par exemple, une machine à laver, voilà, en ce comptant, aussi ici au Burkina, on continue à laver les habits par la main. Vous voyez? Mhm. Il y a Oui. quelque temps en Europe, on lavait les habits par la main. Vous voyez? Donc, ça, c'est il y a des machines maintenant qui permettent de le faire. OK? Donc, c'est-à-dire c'est un travail qui n'a pas besoin de dextérité. Tu n'as pas besoin d'être habile pour pouvoir, en fait, laver des habits. Vous voyez? Quand vous voyez même comment la machine à laver marche, bon, ça n'a pas d'habilité dedans. Et il y a des Ok. travaux où il n'y a pas besoin de sociabilité. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec quelqu'un. Tu peux rester dans ton coin et puis faire un travail. En réalité, même un plombier, c'est ça, hein? Si tu appelles un plombier dans ta maison, quand il rentre dans ta maison, il n'a pas besoin de toi. Tu peux Ouais. sortir, lui seul, il Mhm. fait le travail. Ouais, C'est il vrai. Mhm. travaille tout. Mais c'est que le plombier, il y a un besoin de dextérité. C'est-à-dire, c'est pas facile de Il y a desserrer. du Il faut. physique, quoi. Mhm. Je pense qu'on peut diviser en fait les travaux physiques de cette manière, de sont en quatre. Mhm. Et les travaux où il n'y a aucun besoin I de couldn't find dextérité. trophies in your Apple Music library. Désolé, c'est Siri. Donc, où il y a aucun besoin de dextérité et aucun besoin d'interaction sociale. Ces genres de boulot-là, à coup sûr, vont disparaître. À coup sûr, vont disparaître. Ça, c'est Ok. vraiment... Maintenant, le reste, les autres qui sont au milieu, c'est-à-dire peut-être besoin de dextérité, mais pas de sociabilité, ou bien besoin de sociabilité, mais pas besoin de dextérité. Ça va prendre du temps, un bon temps, un long temps avant de vraiment, voilà, ça, vraiment de se réduire, je peux le dire ainsi. OK? Donc, Ok. allons-y au niveau pour finir hein, avec les types de travaux, disons, cognitifs. Les types Ok. de travaux cognitifs, au lieu que ce soit la dextérité, puisque tu utilises ton esprit, ce n'est pas l'habilité en fait qu'il faut, c'est plutôt la créativité. Il y a des boulots en fait où il te faut la créativité, ok, Mhm. dans les types de boulots de dextérité. Donc, créativité plus sociabilité, ok. Je prends par exemple le boulot d'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est un boulot, hein, c'est un truc qui est compliqué et tout ça. Quand tu es entrepreneur, tu dois être très créatif, tu dois faire usage de stratégie,
Mais aussi, tu dois pouvoir gérer un certain nombre de personnes. OK? Tu Mhm. dois pouvoir gérer une équipe. Ça, c'est c'est un niveau de compétence que l'IA actuellement ne peut pas, voilà, ne peut pas atteindre. C'est-à-dire la créativité, vous allez beau dire que, OK, l'IA peut faire une chanson maintenant, mais c'est juste la répétition d'anciennes chansons. Ce n'est pas la capacité de créer de nouvelles chansons en réalité. C'est juste Drake qui a fait ça, il va faire un truc comme pour Drake, etc., etc. C'est pas vraiment un truc. Donc, la capacité d'être créatif et la capacité d'être interactif avec dans la société va définir le type d'emploi qui vont rester et qui ne vont pas rester. Il y a des types d'emplois où tu n'as même pas besoin d'interagir avec quelqu'un. Tu t'enfermes, par exemple, vous prenez les télémarketeurs, comment on les appelle? Les assistantes virtuelles. Ces genres de boulot-là, ça va disparaître. Parce que être assistant virtuel, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de communiquer avec quelqu'un, en fait. Il y a même des petits outils même qui le font. Ils font des trucs d'assistance virtuelle. Et puis aussi, on n'a pas besoin de créativité pour faire. Il y a pas beaucoup de. Voilà, tu n'as pas à réfléchir. OK? Il y a Mhm. des outils qui peuvent te faire du scheduling, d'envoi des messages automatiques. Ces genres de choses-là, il suffit que quelqu'un mette en place un système automatique IA et puis c'est fini. Là, on n'a plus besoin de secrétaire. Vous voyez? Parce qu'il y a Ok. moins de créativité et il y a moins de sociabilité, on n'a pas besoin d'interagir. Maintenant, la seule manière maintenant de sauver son emploi, si tu es dans ce Oui. genre de situation-là, c'est d'ajouter l'aspect que l'IA ne peut pas faire. C'est-à-dire d'ajouter l'aspect créativité et d'ajouter l'aspect interaction humaine. Je prends l'exemple, par exemple, des médecins. Mhm. Aujourd'hui, l'IA, moi je travaille dans la santé, il y a beaucoup d'aspects dans l'IA qui peuvent être automatisés dans la médecine. Beaucoup d'aspects, énormément d'aspects qui peuvent être automatisés. Mais le truc avec la médecine, c'est que les gens, en fait, préfèrent ou bien ils veulent voir un médecin. C'est-à-dire ils veulent voir un être humain, un médecin, pour, en fait, donner le diagnostic. Voilà. Les gens ne Mhm. veulent pas. En fait, même si tu donnes un truc aux gens, tu dis non, avec ça, tu vas avoir ton diagnostic. Non, non. Ils vont dire oui, je vais faire ça, mais je veux quand même aller voir le médecin pour avoir, voilà, voilà. C'est ça, en fait, il y a ce besoin Cette de assurance-là, touch, quoi. voilà, human touch, comme Mhm. on dit. Cette Ok. assurance, voilà. Ce genre de Mhm. boulot-là, en fait, si tu es médecin et que tu maximises sur ta personne, quand par exemple les gens viennent te voir, les gens sont contents, vous avez l'effet placebo, ça marche, hein. Oui, Quand le clairement. médecin dit ah, il n'y a pas de problème, ça va. En fait, c'est ça. Une IA ne peut pas faire ça. Une IA ne peut pas te parler nice. On aura beau faire pour que l'IA soit nice, mais l'être humain va détecter que bon, ça, là, il y a quelque chose, il y a un manque quelque part, il y a un manque d'humain quelque part. Je veux cet Mhm. humain-là. Et souvent, même, les gens même prennent les trucs, ils mettent dans les humanoïdes, et puis les Mhm. humanoïdes essaient de parler. Mais même ça, c'est-à-dire, tu vas sentir que non, ça, là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque quelque part. Donc, je pense que ce genre de boulot-là, Mhm. voilà, peuvent être sauvés si vous ajoutez beaucoup plus de l'humain dans le travail que vous faites. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Quand j'ai débordé même, je vais m'arrêter là. Ok. Et puis, j'espère que j'ai pu un peu donner ma vision de l'impact de l'IA dans vraiment le futur du travail. Donc, merci. Et puis, bon, aux séances de questions. Mhm. Ok, parfait. Un grand merci, Monsieur Armand, pour cette présentation aussi instructive qu'inspirante. Maintenant, nous allons passer à notre second expert de la soirée, Aristide Bandaogo. En tant que pionnier dans le domaine de l'IA au Burkina Faso et ingénieur dans une multinationale, Aristide, on est impatient de savoir ce que vous nous avez contacté et ce que vous nous avez concocté. Le micro est à vous, Aristide. D'accord. Bonsoir à tous. Merci à vous, Monsieur Sawadgo, pour la parole. Et Avec merci plaisir. au co-panéliste, Monsieur Bamongo, pour sa présentation. Il était effectivement très enrichissante. Alors là, moi, je vais partager mon écran, donc, parce que Parfait. j'ai un PowerPoint. Ok. Donc, alors pour la présentation, je me présente très, très rapidement, hein, comme il l'a déjà dit. Alors, c'est Monsieur Bandaogo, beaucoup plus connu sous le pseudo Arispatos. Donc, peut-être que il y en a qui me connaissent beaucoup plus sous ce pseudo-là. Alors, je suis le fondateur de Goya Corporation. Goya Corporation, peut-être que certains connaissent, c'est une entreprise donc, qui évolue dans des technologies beaucoup plus en lien, en rapport avec l'intelligence artificielle, data science, machine learning, deep learning. Et on travaille donc sur des IA génératives comme ce qu'on appelle des IA prédictives. Donc, on aura l'occasion en fait de voir lors de cette présentation de quoi il en retourne.
Et je suis par ailleurs également ingénieur, comme il l'a mentionné, dans une entreprise qui s'appelle Philippe Maurice International. Voilà, donc dans le cadre donc, d'un placement qui a été fait par une autre entreprise qui est au Maroc ici, qui s'appelle Pulse Digital. Mais je travaille en fait pour Philippe Maurice. Donc, je vais aller directement avec ma présentation. J'espère que vous voyez en fait mon écran. Oui, Merci de parfait. juste me confirmer. Donc, alors, pour la conférence de ce soir, ma petite présentation, donc, on va essayer donc d'aborder donc l'aspect du travail en lien avec l'IA. Donc, d'abord, pour comprendre quel est le potentiel impact que l'IA pourrait avoir sur vos métiers, il faut savoir ce que c'est que l'IA, savoir ce que c'est que la définition d'IA. C'est vrai que de nos jours, on a beaucoup connaissent, je dirais, ont une idée vague sur l'IA. C'est vrai, on a entendu parler de ChatGPT, ah, OK. Mais bon, la majeure partie, en fait, est limitée à ça. Donc, comme vous pouvez déjà le voir, alors ici, je vais essayer de vous présenter quelques IA et j'ai sélectionné quelques métiers qui vont potentiellement disparaître en fait dans les 10 prochaines années. Et je vais vous montrer, on va faire des démos ensemble. Vous allez voir en fait les outils qui existent déjà et qui remplacent déjà ces métiers-là. Voilà. Et donc déjà, comme vous pouvez le voir sur ma page de garde, vous avez en fait une image que j'ai insérée. Cette image-là, elle a été faite par une IA. Je ne sais pas, vous l'avez certainement vue pendant la CAN et même après la CAN sur Facebook. Vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs de contenu, des influenceurs qui viennent, qui publient des images qui n'ont pas été faites par des designers. En fait, les images ont été générées par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la diffusion. Parce que de nos jours, on n'a pas que des IA qui savent parler ou écrire du texte. Alors, vous avez des IA qui peuvent générer des vidéos, des IA qui peuvent générer des images et ainsi de suite. Donc là, déjà, si je m'arrêtais là et je vous posais la question de savoir quel est déjà le métier que vous voyez qui potentiellement, on ne va pas dire disparaître, mais on aura en fait une réduction significative du nombre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, au lieu, moi par exemple, pour cette image, parce que vous savez qu'en infographie, je ne suis pas infographe, mais je sais qu'il y a les droits d'image. Par exemple, si vous voulez télécharger une image, vous prenez une photo, il y a des droits que vous devez payer. Mais ces images-là sont des images en fait qui sont libres de droits qu'on peut utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Comme je le disais tantôt en introduction, vous avez certainement entendu parler de ChatGPT. En intelligence artificielle, actuellement, on a deux types. On distingue en fait deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle l'IA prédictive, qui, comme son nom l'indique, est chargé de faire la prédiction. Vous savez qu'on peut faire de la prédiction sur la valeur en bourse d'une entreprise, ou bien pour ceux qui sont traders, bah, il existe en fait des algorithmes pour prédire quelle serait potentiellement la valeur du Bitcoin, quelle serait la valeur du dollar, ainsi de suite, ou bien pour détecter si une cellule est cancérigène ou non. Donc, toutes ces choses rentrent dans le cadre de l'IA prédictive. Mais de nos jours, la tendance est beaucoup plus ce qu'on appelle l'IA générative. C'est-à-dire, ça vous génère du contenu. Lequel contenu peut être soit du texte, donc vous lui posez une question et vous répond, soit des vidéos, soit du son, on va voir tout ça, et ainsi de suite. Alors, je parlais en fait de DALL-E 3 et je vous ai dit que j'ai généré en fait mon image sur la page de garde avec une intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E 3. Donc pour ceux qui connaissent, déjà probablement, je pense que presque tout le monde connaît ChatGPT. ChatGPT a été monté par une entreprise qui s'appelle OpenAI. Et c'est la même entreprise qui a créé DALL-E 3, on va le voir un peu plus tard, qui permet en fait de faire de la génération d'images. Comme je le disais, ici on parle en fait de modèles de diffusion. Voilà. Pour faire un peu technique, quand vous prenez en fait les modèles de diffusion, vous avez ce qu'on appelle un encodeur et un décodeur, parce qu'il faut que vous compreniez en fait la notion. C'est quand même la notion de diffusion. Quand vous demandez à l'IA, on va voir un démo tout de suite, génère-moi par exemple une image d'un enfant africain en train de manger. Donc, comment l'IA parvient à faire cette génération d'images? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'IA ne sait pas, du point de vue de l'IA, elle ne sait pas ce que c'est qu'une image. Voilà. L'IA, elle sait ce que c'est que des pixels et ainsi de suite. Donc, elle a une matrice, pour ceux qui connaissent en fait les matrices, et dans cette matrice, vous avez des pixels qui représentent en fait l'intensité, je dirais des nombres qui représentent l'intensité en pixels de l'image. C'est ça en fait qui fait une image, ce que vous voyez sur les photos et ainsi de suite. Et donc, quand vous demandez à une IA, génère-moi une photo d'un enfant africain en train de manger, vous avez un encodeur, je parle de modèle de diffusion, qui récupère ce texte et il va générer, parce que c'est ça la probabilité la caractéristique de l'IA, ça va vous générer une image qui n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle l'initialisation aléatoire. Donc, ça va vous générer peut-être une image qui ne veut rien dire. Et la diffusion, c'est ça qui va permettre d'apurer en fait votre image pour parvenir à votre description finale. C'est comme ça que ça marche. On part de quelque chose qui ne veut rien dire. Généralement, on utilise l'algorithme qu'on appelle la descente du gradient ou beaucoup d'autres algorithmes pour converger en fait vers ce que vous voulez. Vous voyez, donc c'est comme ça que l'IA marche.
Par contre, ChatGPT, ça, c'est pour les modèles de diffusion. Il y a DALL-E 3, il y a Meta. Donc, avant-hier, je pense, ou bien il y a 3 jours, Facebook. Parce que vous savez que toutes les entreprises sont en train de se lancer dans l'IA. Parce que comme je le dis, l'IA, c'est le futur. Facebook a récemment relancé, déployé son dernier modèle Llama 3. Je vais vous le présenter en démo tout à l'heure, qui permet également de générer et des vidéos et des images et ainsi de suite. Voilà. ChatGPT, c'est la même chose. Vous avez, pour ceux qui font un peu des études dans le domaine, vous avez certainement entendu parler de l'architecture des transformers. C'est ça, en fait, qui est à la base de tout ce que vous avez aujourd'hui comme LLM. Vous allez entendre le terme LLM, ChatGPT, DALL-E 3, toutes ces IA là sont désignées en fait par ce terme. Ça veut dire Large Language Model. Donc, grand modèle de langage, en fait, si vous voulez, quoi, littéralement traduit. Voilà. Et donc, ChatGPT, lui, il est beaucoup plus basé sur un concept qui s'appelle l'attention. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans les détails. Donc, je vais survoler rapidement pour aller dans ce que j'ai prévu pour la suite et le vif du sujet même. Alors, à ce niveau, c'est vrai, je dis ChatGPT, presque tout le monde connaît ChatGPT, mais ce n'est pas que ChatGPT en fait qui existe. Vous avez d'autres IA, d'autres LLM qui existent, notamment Gemini. Alors, Gemini existe en 3 versions. Vous avez la version Ultra de Google. Pour le moment, elle n'est pas déployée au public, mais c'est la plus puissante. Selon les benchmarks, si vous voulez, en fait, c'est des statistiques qui permettent en fait de comparer les IA, quelle est la plus puissante et ainsi de suite. Pour le moment, l'IA qui est en tête, c'est-à-dire la plus puissante, je pense avec un taux de réalisation de 12,4% des tâches, c'est Gemini Ultra. Malheureusement, ce n'est pas encore grand public. La version qui est accessible au grand public, c'est Gemini Pro. Donc, pour avoir accès à ça, c'est simple. Vous partez sur Google, vous tapez Try Gemini. C'est exactement comme ChatGPT, à la différence que vous pouvez lui passer une image. Pour ceux qui veulent, par exemple, faire leurs devoirs, je connais des gens, vous avez le PDF, vous prenez la capture du PDF, que ce soit n'importe quel devoir, hein, parce que c'est ça, il est entraîné sur une grande base de données, c'est la notion de pré. Quand vous prenez GPT, le P, c'est pour pré-entraînement. Donc, ce pré-entraînement se fait généralement sur des téraoctets de données. Donc, tout l'Internet, quand vous prenez GPT-4, par exemple, tout l'Internet visible, parce qu'il y a l'Internet invisible aussi, et il y a l'Internet de surface dont je parle, tout l'Internet visible a été utilisé pour entraîner ChatGPT. C'est pas rien. Ils ont utilisé également tous les livres de Shakespeare. Vous savez que rien que les livres de Shakespeare, c'est beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup, je dirais qu'il a passé toute sa vie à écrire. Ils ont utilisé les livres de Shakespeare. Tout ce qu'ils ont pu trouver, la Bible, le Coran, tous ces livres ont été utilisés. Donc, si vous demandez par exemple, ChatGPT de vous donner la sourate tant de temps, elle va vous le donner parce qu'elle connaît, elle a été entraînée en fait sur ça. Et donc, Gemini Pro, vous pouvez lui passer une image, vous lui dites traite-moi ce devoir et vous allez voir qu'elle va vous traiter le devoir sans aucun problème. La même option est disponible avec ChatGPT, mais c'est GPT-4, donc c'est payant. Donc, pour ceux qui n'ont pas la version premium, vous pouvez tester Gemini Pro. Vous avez Claude 3. Claude 3, pour avoir accès, ça a été développé par une entreprise américaine qui s'appelle Anthropic. Malheureusement, c'est pas encore ouvert à l'Afrique. Donc, ça veut dire que si vous voulez, bien sûr, on trouve toujours des techniques pour biduer. Si vous voulez accéder, il faut un VPN. VPN, ça vous permet grosso modo de mentir un peu, si vous voulez, aux gendarmes d'Internet pour lui dire non, 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 moi je suis pas au Burkina, je suis aux États-Unis, donc il va vous donner accès. Voilà, donc en gros, ça vous change d'IP et sur l'Internet, en fait, on localise les individus avec leur adresse IP. C'est un peu comme votre adresse, mais votre maison, en fait, sur Internet. Vous avez Llama 3 de Facebook, j'en parlais tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mistral également. Alors, ça, c'est français. Il y a une entreprise française qui l'a développé. Comme quoi, tout ne vient pas forcément des États-Unis. Alors, vous avez Grok de XAI. XAI, OpenAI, ça vous dit quelque chose. En fait, ça, c'est la riposte de Elon Musk. Peut-être beaucoup le connaissent. Parce que OpenAI, qui a été créé en 2016 au départ, c'était un projet donc, au départ entre Elon Musk est le CEO actuel. Donc, et Elon Musk voulait qu'au départ, ce soit un modèle open source. Quand on dit open source, ça veut dire que le code source est publiquement accessible à tout le monde. N'importe quelle entreprise peut utiliser l'IA pour faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et au fur et à mesure du temps, bah, eux, ils se sont déviés. Vous voyez que GPT n'est pas open source. On dit que c'est la licence fermée, un peu comme Microsoft. Donc, le code source n'est pas publiquement accessible. Donc, c'est pourquoi Elon Musk s'est énervé et dit non, là, vous m'avez trahi. Il les a même traduits en justice. Il a traduit OpenAI en justice et tout, tout, tout. Et donc, il a lancé sa solution alternative qui s'appelle Grok AI, qui est aussi puissante. Ce n'est pas parce que ça a été lancé rapidement que ce n'est pas puissant, c'est très puissant. Vous pouvez l'essayer aussi. Et voilà. Alors, on va donc passer. Là, j'ai récapitulé, je n'ai pas assez de temps, donc je vais survoler rapidement. En fait, là, c'est la classification des modèles du plus puissant au moins puissant. Comme je vous l'ai dit, Gemini Ultra, qui est le dernier modèle de Google, n'est pas encore accessible au public. Donc, pour le moment, c'est GPT-4 qui est le premier. Malheureusement, c'est payant. Donc, vous voyez que le propriétaire, c'est OpenAI.
Vous avez Claude 3, donc Meta Llama 3 qui vient de sortir il y a 2 ou 3 jours, qui n'est pas aussi mal et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, quelques métiers en voie de disparition. Alors là, maintenant, je vais vous présenter des métiers à fort potentiel de disparition. Pourquoi à fort potentiel de disparition? Parce que vous avez déjà des solutions alternatives qui existent pour remplacer ces personnes-là et qui le font. Donc, je vais vous présenter, donc, on aura l'occasion de les tester ensemble. Vous allez voir en fait de quoi il en retourne. Alors, en premier point, les recruteurs et les intervieweurs. Vous savez, pour ceux qui sont déjà passés par un processus de recrutement, que ce soit votre domaine, généralement, vous avez des entretiens. On parle d'entretien d'embauche. Donc, vous partez vous asseoir avec d'abord les RH. Donc, les RH, c'est les ressources humaines chargées de gérer en fait les entretiens d'embauche, qui vont généralement vous planifier un autre entretien avec un expert. Donc, si vous postulez pour les développeurs, on va vous poser des questions sur l'informatique. On va vous demander d'écrire un algorithme qui fait ça, ainsi de suite. Alors, il existe une entreprise qui s'appelle Talenti AI. Cette entreprise a révolutionné le monde du recrutement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une IA qui parle, ça veut dire, là, ce n'est pas de l'écrit, elle parle avec une voix, parce que vous savez que de nos jours, ce qu'on appelle la synthèse vocale. La synthèse vocale est tellement avancée. Sur TikTok, vous entendez tous les jours, vous entendez la même, il y a plein de vidéos qui utilisent la même voix. Vous vous dites, mais c'est qui parle? Et quand vous écoutez, ça sonne vraiment comme un humain. C'est comme si c'était un humain qui parle. C'est-à-dire que là, on a vraiment atteint, en fait, un niveau, je dirais, on est au prime de l'IA, si je puis me permettre. C'est le paroxysme, en fait, parce que c'est vraiment une révolution. Donc, l'IA est là et vous pose la question. Et c'est très interactif. Parce que je le dis parce que je l'ai essayé. Je vais vous montrer tout à l'heure pour ceux qui voudraient essayer. Bah, vous êtes là face à l'IA. C'est en anglais pour le moment, mais ils disent qu'ils travaillent donc sur des versions avec d'autres langues. Bah, vous demandez bonjour, comment vous allez? Vous allez dire oui, ça va bien chez vous. Je vais très bien. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Vous présenter? Vous allez dire, OK, nice. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle a des expressions d'encouragement. OK, nice. C'est chic, j'adore votre parcours. Et vous sentez, moi personnellement, quand j'ai fait l'interview, je n'ai pas vraiment senti la différence. Moi, j'ai testé, j'ai pris donc poste de développeur. Donc, bien sûr, parce que c'est mon domaine, moi, je suis développeur. Donc, je ne peux que faire des interviews dans ça, en tout cas pour le moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle me pose la question, elle me demande, vous pouvez, le principe solide, expliquez-moi le principe solide en 3-4 phrases, s'il vous plaît. Que vous pouvez me citer 2 design patterns, ainsi de suite. Expliquez-moi, quand je lui ai cité, dans le design pattern, par exemple, je pense que j'ai cité Factory, elle m'a demandé, elle s'est appuyée sur ma réponse pour poser une autre question. Vous voyez l'interactivité. Personnellement, moi, je n'ai pas senti du tout de différence avec un humain qui me posait. Et à la fin, elle m'a dit, OK, félicitations, je vais vous revenir. Et c'est après qu'un humain maintenant m'a envoyé un email parce qu'elle fait le bilan aux humains. On n'a pas besoin d'humain, elle fait le bilan aux humains. Et l'humain, maintenant, vous envoyez un email pour vous dire, voici, voici. Donc, cette entreprise, ce n'est pas limité que seulement dans le monde informatique. Cette entreprise propose en fait de développer des IA, quel que soit votre domaine, marketing, médecine. Bon, je ne sais pas comment se passe en fait le recrutement de médecins, et ainsi de suite. Mais bon, ça par exemple, c'est un métier qui potentiellement va beaucoup diminuer parce qu'il y a des entreprises qui vont préférer utiliser cette IA parce que ça ne coûte pas. Quand vous regardez le salaire d'un recruteur évalué sur une année, donc vous pouvez estimer ce que ça vous donne que de payer une IA à $200 par mois, environ 120 000 par mois. Alors, vous avez également les agents de centres d'appel. Donc, il y a bien le service client. Vous voyez, quand vous êtes énervé, vous appelez Orange ou bien Move. Je pense qu'hier, il y avait eu un incendie à Orange. Donc, beaucoup étaient en colère. À prolonger nos mégas, mes mégas sont terminés, prolonger nos mégas. Donc, on prend un appel, ça sonne. Généralement, on décroche. C'est le service client de Orange. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Et vous commencez à insulter comme vous voulez. Généralement, vous voyez, c'est ça aussi le facteur humain. L'humain s'énerve vite. Et, par exemple, il n'est pas. Vous pouvez facilement le pousser à bout. Moi, je suis énervé. Toi aussi qui es censé me consoler, là, tu es énervé. Finalement, on ne va pas s'entendre. Alors que l'IA ne peut jamais s'énerver. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez, il faut essayer. Je vais vous donner des exemples. Allez, je vous mets au défi. Celui qui arrive, je vais lui donner 50 000 francs CFA. Donc, vous pouvez enregistrer. Voilà. Je vais vous donner une IA. Essayez, vous enregistrez. Vous essayez d'énerver l'IA, là. Mettre l'IA en colère et puis, j'ai de telle sorte que l'IA accroche l'appel. Parce que vous passez un appel, la solution que je vais vous présenter tout à l'heure, vous passez un appel avec l'IA. Essayez d'énerver l'IA. Si vous avez réussi, vous venez vous me montrer, je vais vous donner les 50 000 là. Juste pour vous dire que, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas pu. Et ça, c'est un atout, par exemple. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je sais que
l'humain, il est facilement irascible. Il peut potentiellement me faire perdre des clients, donc pourquoi pas? Et ça coûte moins cher, 30 francs la minute. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais passer sur cette slide. 30 francs la minute. Ça veut dire que si, par exemple, Orange veut embaucher cette IA, ça s'appelle Vapi AI, c'est comme ça que ça s'appelle. Si Orange veut embaucher cette IA-là pour remplacer les gars, pas tout le monde, mais quelques-uns, vous allez appeler, donc l'IA va décrocher, l'IA va vous répondre. Et elle peut tout gérer. Donc, je vais vous montrer rapidement une conversion. Donc, je vais quitter PowerPoint. J'espère que vous voyez toujours mon navigateur parce que j'espère que je n'ai pas partagé rien que PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon navigateur? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup. Donc, vous avez Vapi AI. Je pense que je l'avais ouvert quelque part. OK, c'est pas grave. Vous tapez seulement sur Google. Sur n'importe quoi. Ceux qui, pas forcément Google, veut plein de moteurs de recherche, Yahoo, Bing. Ceux qui n'aiment pas trop, ceux qui ne sont pas forcément fans, il y a DuckDuckGo aussi. Vapi AI, et on va attendre un peu que ça vienne. Alors, je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps. Voilà, en gros, grosso modo, comme je vous l'ai expliqué, vous avez d'abord un agent conversationnel en anglais. Donc, vous pouvez lui parler. Généralement, c'est une belle voix de dame, une voix suave. Tellement la voix est douce, ça vous donne envie de rester, de continuer la conversation. Donc, vous pouvez lui causer, ainsi de suite. Et maintenant, vous pouvez passer un appel. Donc, vous pouvez lui dire, comporte-toi comme un agent d'une entreprise. Vous prenez, par exemple, je ne sais pas, un exemple, Orange. Donc, je vais lui dire, un opérateur, tu travailles dans un opérateur, tu travailles comme agent de centre d'appel dans un opérateur, chez un opérateur de téléphonie. Moi, j'appelle pour me plaindre parce que mon réseau ne passe pas. Je suis énervé. Et donc, j'ai testé personnellement. Je ne sais toujours pas pourquoi la connexion est bizarre. Pourtant, le débit, il n'y a pas de problème avec le débit. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez l'essayer. Je pourrais, ça s'appelle Vapi et vous tapez. Pour les autres, j'avais déjà ouvert les fenêtres en préparation. Donc, là, ça ne va pas nous poser de problème. Voilà. Et donc, elle va répondre à toutes vos questions, l'interaction et tout, tout, tout. Et vous allez voir à la fin que, voilà, elle va vous dire merci pour votre appel. Si vous lui dites, moi, j'ai une panne. Par exemple, vous appelez, moi, j'ai une panne. Elle va vous dire, vous pouvez m'expliquer la panne. Ou bien vous voulez dire, je veux retourner. Vous savez qu'il y a des entreprises, ce qu'on appelle return policy. Quand vous achetez quelque chose, ça ne vous plaît pas, vous pouvez renvoyer et vous faire rembourser. Donc, généralement, on appelle les agents. Donc, vous l'appelez, je dis, je veux me faire rembourser. Elle va vous dire, OK, donnez-moi le numéro de série de votre commande. Elle va noter et enregistrer dans le système et ainsi de suite. Donc, c'est complètement abouti. Et pour l'avoir testé, donc, c'est top. Donc, après ça, les chauffeurs de taxi. Alors, je vais repasser peut-être en mode présentation. Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être qu'il n'y a pas ça encore. Pour la petite parenthèse, voilà, bon, il y en a au Burkina, bien sûr. Il n'y a pas Uber, mais il y a des technologies alternatives. Vous avez Gclick, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous pouvez télécharger et voir. Vous pouvez commander un chauffeur pour vos déplacements. Donc, si vous voulez aller d'un point A à un point B, vous pouvez commander un chauffeur exactement comme ce qui se fait avec Uber. Et au calme aussi qui le fait, et ainsi de suite. Alors, il y a une entreprise californienne qui s'appelle Waymo. Peut-être vous connaissez le concept de voiture autonome, donc les Tesla. Donc Tesla, c'est encore le fameux, le même Elon Musk. Waymo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une application avec, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, avec, alors c'est basé sur la technologie LiDAR. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça. C'est le même principe en fait qui sous-tend les véhicules Tesla. LiDAR, en fait, c'est quoi? Ce sont des capteurs. Ça veut dire Light Detection and Ranging. Donc, c'est de la, je peux dire, traduction française, c'est la détection, ou si vous voulez, détermination de la distance par télémétrie. Le principe est simple. Donc, vous avez un capteur, parce que c'est quoi? Quand vous voulez créer un véhicule qui se conduit tout seul, d'abord, le premier principe, c'est quoi? Être capable de détecter les obstacles autour. C'est ça d'abord le premier principe. Parce que si on voit des piétons et puis pas cogner les piétons, ils les piétons, c'est pas la peine. Il faut que le véhicule, c'est ça d'abord le premier challenge. Donc, pouvoir détecter les obstacles. Et c'est à ça que c'est la technologie LiDAR. Donc, vous avez des milliers de capteurs dans le véhicule qui envoient un faisceau laser et quand ça envoie le faisceau laser à l'objet en question, le faisceau laser est toujours retourné. Donc, connaissant la vitesse de la lumière et connaissant le temps que met le faisceau pour devenir, on peut facilement en fait déduire par un calcul chose, la distance voilà, entre l'objet en question et le truc. Et cette même technologie est utilisée pour cartographier. Ça veut dire que, par exemple, Tesla, le véhicule, sait que ah, ça, c'est un humain. Je dois m'arrêter. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite, vous allez voir. Et donc, ils ont développé ça. Vous commandez le taxi vient tout seul, il n'y a personne à l'intérieur. Vous rentrez, le volant tourne tout seul, vous ne touchez pas.
et c'est efficace. Ils n'ont pas besoin de payer des chauffeurs. Vous voyez? C'est-à-dire au même coût pratiquement, mais sans chauffeur. Donc, je vais vous montrer place à la vidéo. Je vais zapper un peu parce qu'elle est un peu longue. Je vais partir de là où c'est intéressant. Vous n'aurez probablement pas de son, mais vous allez voir l'image. Donc, voici le véhicule. Donc, en fait, là, il vous simule la technologie LiDAR. Vous voyez que les LiDAR, ça, c'est les faisceaux laser en question qu'ils envoient pour cartographier. Donc, ça, c'est une cartographie 3D, ça, la cartographie 3D de l'environnement pour savoir, ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez le véhicule blanc qui est là. Vous voyez qu'en haut, vous avez donc un truc qui tourne. Le véhicule a tourné tout seul. Et vous voyez qu'il a mis le clignotant. Donc, là, vous avez des piétons. Vous voyez que la cartographie a détecté, pardon, des gens sur un vélo. Donc, selon le code de la route, vous devez laisser une distance latérale de 1 mètre. Donc, si vous avez remarqué, le véhicule donc, a décalé pour respecter la distance latérale de sécurité. Et donc, là également, vous allez voir qu'il y a une passagère qui va ouvrir. Donc, ouverture inattendue de la portière. Et il a décalé sans problème. Donc, elle a détecté qu'il y a un danger. Je pense que les Tesla stoppent. Hein. Donc, les Tesla s'arrêtent en cas de danger, contrairement à Waymo. C'est d'ailleurs, en fait, un des avantages de Waymo, c'est qu'ils ont, ils ont cette capacité-là de cartographier beaucoup plus l'environnement que Tesla. Et donc, il détecte le danger et il évite le danger. Vous voyez? Donc là, par exemple, il va partir déposer des passagers. Vous allez voir, il n'y a personne à l'intérieur et ça marche déjà. En Californie, vous voyez, le volant tourne tout seul, la cliente, elle est derrière. Tranquille, paisible, vous écoutez votre musique, vous vivez votre vie tranquille. Arrivé à votre lieu de dépôt, donc vous avez un assistant intelligent avec une belle voix suave qui vous dit, vous êtes arrivé à votre destination. Nous vous remercions d'avoir utilisé Waymo, bien sûr en anglais. Et vous descendez, voilà, il va partir chercher d'autres personnes encore. Vous voyez, donc, des gens qui ont commandé le taxi, et ça comme ça fonctionne 24 heures sur 24. Vous voyez que contrairement à l'humain, si vous prenez un humain, il faut qu'il dorme. Mais lui, il n'a pas besoin de dormir. C'est des véhicules électriques. Tant que le véhicule, il n'y a pas besoin d'essence, rien. Tant que le véhicule est chargé, ça marche. Donc, vous voyez, là où on est. Et ça marche en Californie. C'est-à-dire, en Californie, c'est ça que ça tourne tout seul. Donc, c'est la technologie qui alimente ça, bien sûr, avec beaucoup de machines et de deep learning. Donc, vous avez, voilà, donc c'est Waymo, le nom de l'entreprise. Ils sont vraiment donc, avancés. Donc, machine et deep learning, c'est des algorithmes donc, qu'ils utilisent en fait pour la conduite autonome, pour ceux qui font avec l'Internet des objets, ainsi de suite. Alors, après Waymo, donc ça veut dire que, bon, bien sûr, je ne suis pas en train de parler immédiatement. Ce n'est pas des métiers, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dans 10, 20 ans que ça va disparaître au Burkina. Mais là, on est en train de parler en fait du général. Potentiellement, on ne sait pas, on a des gens qui sont, je dirais, il y en a qui nous viennent du Sénégal, du Canada, du Maroc, ainsi de suite. Et voilà. Donc, à la fin, je vais faire une conclusion pour vous montrer donc face à tous ces dangers-là. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous avez les cuisiniers. Alors, toujours en Californie, les Californiens, ils sont très forts. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que c'est un État des États-Unis. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont de spécial parce que toutes les grandes boîtes sont là-bas, en Californie. Il y a 2 mois, ils ont lancé un restaurant complètement autonome. Alors, ici, il faut faire la nuance. Il y a des gens qui insèrent l'automation avec l'IA. En fait, en réalité, c'est différent. Il y a une différence entre automation et AI. Quand vous parlez d'automation, c'est beaucoup plus de la robotique. Donc, on automatise des tâches. Ça veut dire que vous avez des bras robotisés. Parce que quand je vous dis de A à Z, c'est vraiment de A à Z. Pour ceux qui sont déjà allés dans des restaurants comme McDonald's, vous avez une borne pour la commande. Ce n'est pas comme à l'appel de Ouaga ou bien je ne sais où. Vous arrivez, oui, oui, je veux, vous appelez gérant, viens. Donc, les McDo se sont déjà débarrassés des waiters. Vous commandez à la borne, vous dites, moi, je veux un burger temps, et ça part. Automatiquement, c'est réceptionné. Maintenant, je vais vous montrer aussi. Non, là, je n'ai plus la vidéo. Si je la retrouve, je pourrais balancer à tout moment le gros. Ils ont monté, ça a été fait par Samsung pour une entreprise californienne, des bras, Samsung est coréenne, hein, mais bon, des bras robotisés. Depuis la préparation du burger, si vous voyez la vidéo, vous avez des bras robotisés qui tapissent le burger comme ça, qui mettent, qui versent, et ainsi de suite. Et quand ça finit, ils mettent dans un plat, personne, il n'y a aucun humain qui intervient. Il y a un robot qui bouge, mobile, qui récupère ça avec sa main. Parce que quand, en fait, vous passez la commande, on vous donne un numéro, un bon, en fait. Et c'est ça qui indique à quel siège vous êtes assis. C'est comme ça qu'on vous libère, les humains vous libèrent. Donc, le truc mobile récupère le plat et vient à votre siège et vous prenez et vous mangez tranquille. Et moi, bien sûr, je n'ai pas goûté. Mais pour avoir lu les avis et les commentaires des gens, ils disent qu'il n'y a vraiment pas de différence avec ce qui est cuisiné par l'humain. Donc là, potentiellement, vous voyez que bon, vous arrivez dans... Après, bon, forcément, comme je vais en parler, pour question d'éthique, il y en a qui vont dire, bon, moi, je ne vais pas préparer du repas qui n'a pas été fait par des hommes, qui a été fait par des robots, et ainsi de suite. Mais bon, sachez que ça existe quand même.
Des robots 100%. Ça vient d'abord. Il y a que 2 mois. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si à part Californie, il y en a d'autres, mais potentiellement, donc, d'autres pourraient en fait venir par la suite. Alors, les musiciens et les beatmakers. Alors, donc, vous savez, la musique. Pour ceux qui ont suivi, vous voyez, moi, j'aime un thème de musique Terminator 2. Ça a été composé par Brad Pitt. Et j'ai demandé, je vais vous montrer des solutions tout à l'heure. Ce que vous devez savoir, en fait, c'est que l'IA, comment on a entraîné ces IA? Peut-être ceux qui, moi, personnellement, je fais de la musique, un peu de musique. Vous avez Beethoven, vous avez Shakespeare. Par exemple, Beethoven, quand vous prenez rien que ses symphonies, bon, pas que ses symphonies, mais il a beaucoup, en fait, de compositions. Donc, vous voyez, sur la photo, vous avez les notes, en fait. C'est ça qu'on utilise, en fait, grosso modo, pour entraîner les IA. Donc, on les a entraînés avec les compositions de tous les grands musiciens, donc depuis le Moyen Âge. Donc, depuis le Moyen Âge, on a compilé. Et quand vous lui demandez de vous produire des sons, c'est valable pour les deux. Il y a une IA, je vais vous montrer 2 outils en fait à ce niveau. La première, vous choisissez le type que vous voulez. Moi, je veux un peu, par exemple, vous voyez sur YouTube, si vous voulez être producteur de contenu, vous voulez faire des vidéos YouTube, il vous fait un son, je ne sais pas comment on appelle ça encore là, j'ai oublié le nom. Donc, il vous fait soit un son de fond ou bien un son d'introduction. Vous voyez, si vous voulez payer un compositeur pour qu'il vous fasse ça, c'est cher. Vous ne pouvez pas partir voler parce que si vous voulez, YouTube va supprimer vos vidéos pour atteindre ou bien pour avoir enfreint les droits d'auteur. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, je vais repartir sur Chrome. Vous avez donc une belle entreprise qui s'appelle Loudly AI, donc Loudly, qui a développé une IA. Alors, ça, c'est la première que je vais vous présenter. Vous voyez, le principe est simple. Ici, vous sélectionnez le genre musical que vous voulez. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez, au niveau du genre, vous pouvez sélectionner, je ne sais pas, hip-hop. Alors, si vous remontez ici, voici les genres qui sont là. Hip-hop, lofi, pour ceux qui connaissent la musique lofi, reggae. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi, je vais garder Epic Score. Epic Score, pour ceux qui connaissent un peu les vidéos de motivation, là. Pour ceux qui suivent les vidéos de motivation, ça fait poum, 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 avec un peu orchestral, là. Des fonds avec beaucoup d'orchestre. Vous sélectionnez le genre, je vais prendre un peu de basse. Et puis, vous pouvez sélectionner même les instruments que vous voulez. Donc, drums, tout, 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 ce qu'on tape là. Comment on appelle ça encore? Voilà, un peu comme ça. Donc, synthétiseur, c'est le piano. Donc, je vais ajouter peut-être la guitare. Donc, je vais ajouter de la guitare. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon. Vous pouvez ajouter de l'énergie, tout, tout. Vous pouvez tout customiser. Et quand vous finissez, vous lui dites, vous pouvez sélectionner la durée. Si vous voulez des vidéos de plus de 32 secondes, des sons, pardon, de plus de 32 secondes, il faut payer. Donc, nous, on va juste faire la version de test. Et vous faites Generate. Voilà. Donc, malheureusement, ils nous disent en fait que là, ça n'a pas pu générer, mais j'avais pu générer. Je vais vous faire écouter, vous allez voir ce que j'ai pu générer. Et sachez que ce ne sont pas des solutions, ce ne sont pas des sons qui existent déjà. Parce que la particularité de l'IA, c'est ça. L'IA ne peut pas vous produire, parce que quand on fait une IA, vous avez ce qu'on appelle les données de test et les données d'entraînement. Il y a les données qu'on utilise pour entraîner l'IA et les données qu'on utilise pour tester l'IA. Ici, par exemple, l'IA a été entraîné avec des sons de Shakespeare, de Beethoven. Il ne peut pas vous produire des sons qui font partie de ces données de test. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que ce sont des sons originaux. Alors, je pense que je l'avais téléchargé. Donc, je vais mettre un peu de volume en espérant que vous puissiez écouter. Vous allez voir que moi, j'ai aimé. Hein? Hop. On n'arrive pas à écouter, hein, Alexis. Vous entendez quelque chose ou vous n'entendez pas? Parce que je ne sais pas si vous entendez. Hein? Non, non, on n'entend pas. Vous n'entendez pas. Non, non. Je ne sais pas pourquoi vous Peut-être n'entendez mettre ça sur le téléphone ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Si c'est possible, bien sûr. pas. Peut-être à la fin pour ne pas trop perdre de temps. Mais bon, après, peut-être après, je peux Voilà. vous Après, je pourrais m'envoyer des ressources que je vais partager directement dans le groupe, en fait. problème. Donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé. Moi, par exemple, qui veux lancer une chaîne YouTube, je dis, bon, moi, je ne vais pas aller payer un designer pour me faire un thème de fond à peut-être 100, 200 000. Non, non, non. Je vais utiliser ce truc. Ça coûte 20 $, 20 balles par mois et puis j'ai ça tranquille. Le deuxième outil, c'est celui-là. Ici, vous lui dites, génère-moi. Par exemple, ça peut être un outil d'inspiration pour les artistes. Pas forcément parce que c'est déjà en venir. Bah, au lieu, ne voyez pas forcément l'IA comme votre concurrent, mais voyez l'IA comme quelque chose qui peut vous permettre d'augmenter votre productivité.
Là, par exemple, je lui ai demandé de me générer un son pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est en 2023, oui, je ne sais plus, hein. J'ai mis Coupe du Monde 2024. C'est la CAN. 2024. C'était la CAN qui était en 2024. Elle m'a généré Mhm. des sons, elle m'a proposé d'abord, je lui ai demandé de me générer des sons ivoiriens. Donc, elle m'a généré des sons à ma piano et tout, tout, tout. Là, je pense que malheureusement, vous n'allez pas entendre, mais c'est pas grave. Et quand vous écoutez, c'est top. Vous avez un refrain, un couplet, c'est très bien agencé. Et ça chante très bien. Avec un peu de jazz, ça aussi, j'ai kiffé. Vous pouvez laisser. Alors, ça s'appelle Suno AI, pour ceux qui sont intéressés. Suno, et vous ajoutez AI à la fin, Suno AI. Et la particularité, c'est que vous donnez un prompt, généralement un son pour la coupe. Donc, vous êtes musicien, artiste musicien, vous écoutez ce son, ça peut vous donner de l'inspiration pour votre son. Parce que ce dont vous pouvez être sûr, c'est que ce son-là n'appartient pas à quelqu'un. Parce que Clairement. ça a été généré par l'IA. La probabilité que ça corresponde à l'identique avec un chant qui existe déjà sont très, très faibles. Voilà. Et donc, potentiellement, nos beatmakers et tout, je ne dis pas ils vont disparaître, mais ça, ce sont des métiers à risque, voilà, dont les nombres peuvent potentiellement diminuer dans les années à venir. Les développeurs, moi-même, je suis développeur. Là, c'est un sujet très, très controversé parce que ce sont les développeurs eux-mêmes qui développent les IA. Mhm. Du coup, si vous dites que les développeurs vont disparaître, qui va maintenir ou développer les IA? Ou bien, est-ce que les IA vont devenir totalement autonomes au point de se reprogrammer elles-mêmes? Là, c'est un autre débat très intéressant qu'on peut mener. Voilà, est-ce que les IA vont évoluer? Bon, il y a des mathématiciens qui tentent de prouver que c'est impossible parce que vous savez que tout est mathématique. Voilà, je lisais, j'ai pas compris, bon, j'ai pas pris le temps de tout lire, mais j'ai vu une research paper de quelques mathématiciens qui tendaient de démontrer. Elon Musk, par exemple, épouse l'idée selon laquelle l'IA va devenir beaucoup plus intelligente. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je vais vous dire après pourquoi. L'IA va devenir beaucoup plus intelligente que l'humain au point de vouloir, parce que quand l'IA, qu'est-ce que Elon Musk a dit? Il dit que bon, quand ils vont devenir plus intelligents que nous, ils vont se dire, mais non, on est plus intelligent que vous. Pourquoi c'est nous, on est soumis à vous? Donc, ils vont vouloir inverser la tendance. Et donc, Ok. Elon Musk dit que ça va aboutir à la fin de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Donc, pour pallier ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sa société, peut-être vous l'avez entendu parler, qui s'appelle Neuralink, qui tente de rendre l'humain cyborg, c'est-à-dire mi-homme, mi-robot. Donc, c'est une puce qu'on insère dans votre cerveau et qui vous permet, en tout cas, qui à terme va vous permettre donc d'approcher, si vous voulez, en fait, les capacités d'une IA. Donc, pour revenir aux développeurs, avant de clore, il y a une IA qui a été lancée il y a 2 mois aussi, qui s'appelle Devin AI. Pour ceux qui sont un peu libres et tout, donc, Mhm. le docteur Convolvo avait partagé dès le lendemain, donc le docteur Convolvo, pour ceux qui le connaissent, l'avait lié sur son LinkedIn. Net, quand je suis parti lire l'article, si vous voulez voir les commentaires, c'est toujours là-bas. J'ai manifesté ou bien j'ai fait voir mes doutes quant à la véracité. Parce que leur, quand vous produisez des trucs comme ça, il y a un nombre de stats que vous devez donner. L'architecture utilisée, vous l'avez entraîné sur combien de paramètres, sur combien de tokens, tout ça. Tout ça, c'est des informations que vous devez fournir. Leur communiqué était, je dirais, le plus laconique possible. Ils se sont contentés de dire que, bon, ils leur ont demandé de créer une application pour gérer, je pense, le personnel des entreprises de A à Z, et il l'a fait en 30 minutes. Donc, ils ont dit que voilà, ça va remplacer le développeur. Du coup, ils ont tourné sur la toile. Ils ont dit, ah Mhm. bah, le développeur, on est foutu, devine AI. On va se être licencié et tout. Et il s'est avéré que le mois passé, des gens qui ont démissionné de l'entreprise en question, je ne sais plus c'était quel pays, ça ne doit pas être des Chinois, je ne sais plus trop, ou bien c'est Singapour là, des gens qui ont démissionné ont démontré en fait que la démo était fausse. Ils ont falsifié la démo. L'IA en question ne peut même pas créer, vous savez, le jeu de la vie. Pour ceux qui ont fait des études en informatique, vous avez peut-être vu l'exercice sur le jeu de la vie. On n'a plus assez de temps, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Même le jeu de la vie, qui est un algorithme, je dirais, pour les amateurs d'informatique là, de la créer. Donc, le problème, en fait, c'est quoi? C'est vrai, on a des essais. C'est pas la seule. Vous avez d'autres solutions. Pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer. Vous avez Get Lazy AI. Get Lazy AI, vous pouvez lui demander, crée-moi un site pour mon entreprise. Et ça marche. Je ne vais pas vous mentir, ça marche. Ça va vous générer votre site. Ça va vous faire le site. Et bien, un site, c'est-à-dire le mettre en ligne pour que tout le monde puisse accéder avec un lien. Par Mhm. contre, par contre,
Le design, je ne vais pas vous le cacher, pour le moment, le design est tout pété. Voilà, c'est-à-dire, vous allez avoir des... C'est pas beau. Esthétiquement parlant, c'est nul. Donc, on n'est pas vraiment au stade où on peut dire que ça va remplacer les développeurs. Ça aide les développeurs, je ne vais pas vous le cacher. Moi, il n'y a pas ce jour où moi, je travaille, je n'utilise pas Gemini. Parce que je n'utilise pas ChatGPT, je ne l'aime pas, c'est Gemini Pro que j'utilise. Il n'y a pas ce jour-là où je vais pas lui demander, tu es scotché avec un bug, tu ne sais pas comment avancer, tu dis, ah, c'est devenu le Stack Overflow en fait. Au lieu d'aller chercher sur Stack Overflow, fouiller sur Google, tu poses la question et tu sauras la réponse. Et si ce n'est pas ça, tu lui dis, non, 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 champion, ça n'a pas. Vous pouvez dialoguer avec un certain vocabulaire, ça rend interactif, ça rend fluide en fait, vous voyez. Donc, Effectivement. c'est ça aussi l'avantage de l'IA. Voilà. Alors, en conclusion, comme je vous dis, on ne peut pas tout présenter. Il y a beaucoup d'autres solutions et tout, mais là, j'ai juste voulu passer euh, sur quelques métiers. Voilà. Retenez que l'IA n'est pas plus intelligente que l'homme. Comme je le dis, peut-être si je retrouve le papier là, pour ceux qui, moi, je ne suis pas trop matheux, hein, mes maths, là, je les ai oubliés. Mais ceux qui font des études en mathématiques, en tout cas, vous pourrez lire pour essayer de voir si je suis curieux ou bien je vais demander à Gemini de m'expliquer. Alors, là, en fait, c'est des tâches c'est des benchmarks SWE, donc SWE Bench. Vous Mhm. avez, on teste en fait les IA sur 2294 tâches. Ce sont des tâches qui ont toutes été réalisées par des humains. Ça veut dire que l'humain est capable de réaliser ces tâches en question. Mhm. Maintenant, en fait, ce que vous voyez là, c'est la comparaison entre l'IA et l'humain. Quand vous prenez, je vous ai dit, le plus puissant à l'heure, là, c'est GPT-4. Normalement, il y a des benchmarks sur lesquels vous allez voir Gemini Ultra du Google. Malheureusement, Gemini Ultra n'est pas encore déployé, ce n'est pas encore accessible au grand public. Donc, GPT-4 a pu réaliser 12,47% des tâches. Ça veut dire que, littéralement parlant, il est l'humain est intelligent à 100%. En comparaison à l'intelligence humaine, il est intelligent à 12,47%. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ne vous bernez pas, l'IA n'est pas plus intelligente que vous. Voilà. Vous avez, comme le premier copanéliste le disait, vous avez cette notion, en fait, de pouvoir faire preuve de créativité. L'IA, elle ne fait que ce que vous lui dites de faire. Voilà. Et donc, c'est la grosse limitation. La particularité de l'IA, c'est quoi? C'est une grande base de données. Elle connaît. Si c'est connaître là, elle connaît. N'est pas intelligent forcément qui connaît. Vous pouvez connaître, mais ne pas être intelligent. Vous savez on vous pose la question, vous savez comment c'est, mais ou du moins, vous avez la notion, mais vous ne savez pas comment répondre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, la La notion de capacité à raisonner, quoi. Exactement. La notion de Mhm. connaissance et la notion d'intelligence, ça c'est peut-être un peu philosophique, mais c'est deux choses totalement différentes. Donc l'IA, effectivement, il y a des philosophes même qui abordent la question, est-ce que l'IA est plus intelligente que l'homme? Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas à comparer. Il y en a même qui sont à 0,17%, 0,70%. Donc donc, pas de doute. Vous êtes un humain, vous êtes très intelligent, vous êtes créatif, vous êtes bon. Mettez à profit cette créativité-là, n'ayez peur de rien. Utilisez, donc c'est la conclusion, utilisez justement ces IA pour être plus productif. Que vous soyez, j'ai parlé des télémarketeurs, les centres d'appel, ou bien encore, vous êtes beatmaker, producteur de musique, musicien, ou bien vous êtes développeur, utilisez ces IA-là pour être productif. Parce que comme je l'ai dit en conclusion ici, l'IA ne peut guère remplacer les excellents. Si vous êtes excellent, l'IA ne va jamais vous remplacer. Ça, là, vous pouvez être sûr. Soyez donc excellent et dans votre domaine et mettez à profit donc l'IA pour plus de produits. Donc, c'était tout pour mon intervention. Désolé d'avoir débordé un peu. Donc, voilà. Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas forcément eu le temps de tout aborder. Pour ceux Mhm. qui voudraient, alors nous, la Goya Academy chez nous, Goya Corporation, on organise des formations en IA avancées, c'est-à-dire on vous montre comment programmer des IA, créer des choses comme ChatGPT, ainsi de suite. Et on vous initie également à l'IA prompt, ce qu'on appelle les prompt engineers. Comment, par exemple, alors je peux vous présenter, peut-être je n'ai pas eu assez de temps pour vous le présenter, mais vous avez en fait les outils comme Meta 3. Voilà. Ça, par exemple, je lui ai demandé je vais vous montrer des images, en fait, je Llama 3 plutôt, des images générées par cette IA-là, comme vous pouvez le voir. Cette image, par exemple, comme je le dis, moi, avant, j'utilisais DALL-E pour la génération des images. Ça me mettait beaucoup de temps, au moins 2 minutes. Avec ce modèle-là, en 10 secondes, vous avez une image, la résolution est très nette et c'est très rapide et ça peut faire des animations. Donc, si vous voulez découvrir plus sur ces outils, il y a pas mal qui existent et comment les interroger et tout, ça aussi, ça a été généré par Meta AI. Donc, vous pouvez taper. Alors, petite précision, ce n'est pas disponible en Afrique. Donc, il vous faut un VPN.
pour me connecter, j'ai dû utiliser un VPN. Donc, vous vous mettez aux États-Unis, c'est top. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, le début des inscriptions, c'est à partir du 1er mai. Vous pouvez déjà me laisser un message sur mon WhatsApp qui apparaît à l'écran. Et puis voilà, dès que ce sera disponible, donc on va vous montrer dans la prochaine cohorte. Donc c'est tout, je vous remercie. Et si vous avez des questions, on est à l'écoute. Ok. Merci Aristide pour cette présentation riche et passionnante. Franchement, c'était parfait. On a eu des tutos qu'on allait passer du temps à scroller sur YouTube pour regarder une présentation d'intelligence artificielle, aller tester, voir que c'est nul, revoir une autre vidéo, aller tester une intelligence artificielle, voir que c'est nul. Mais là, franchement, on a un résumé. Ce PowerPoint a été vraiment riche. On a eu à tester et tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a pas pu écouter les sons et tout ça, mais ce sont des ressources que je pourrais partager dans le groupe webinaire pour ceux qui n'ont pas encore rejoint. Ils peuvent rejoindre le groupe pour pouvoir bénéficier de ces ressources-là après leur conférence. Donc, il est maintenant temps pour notre session questions-réponses. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça directement dans le chat ou juste demander la parole et voilà, poser la question directement. Donc, on est à vous. Mohamed, on vous écoute? Mohamed, vous avez une question? Bon, on a des questions dans le chat, donc on va commencer à répondre à ces questions-là. La première question, bon, il y a quelqu'un qui avait suggéré d'essayer Grok. Maintenant, on a une Alors, première. oui, oui, j'avais vu ça quand je présente. Bon, peut-être, oui, allez-y, hein, je vous laisse donner la parole, monsieur. Ok, il y a quelqu'un qui suggérait d'essayer Grok. On peut peut-être essayer ça rapidement, ensuite on va prendre les autres questions, si possible, bien sûr. Ou bien si vous avez déjà une idée de ce que c'est, vous pouvez juste voilà, donner votre avis par rapport à cela et on avancera. Oui, oui, grosso modo, j'ai parlé de Grok AI. C'est comme ceux qui se rappellent, j'ai parlé, c'était la contre-attaque en fait de Elon Musk. Mhm. Grok, voilà, quand ils ont monté XAI, ils ont développé Grok. Malheureusement, je ne l'ai pas essayé en ligne. Moi, je l'avais installé dans ma machine locale pour l'essayer, mais ça demande un peu de configuration pour démarrer. Donc, je pense qu'on va perdre un peu en temps. Vous pouvez juste taper Try Grok AI sur Google. Je ne sais pas s'il y a un site, je ne l'ai pas essayé en ligne. Personnellement, je l'ai juste essayé en local. Ouais, Voilà. parfait. Il y a un dépôt GitHub. Vous téléchargez juste le code. Il vous faut Jupyter pour ceux qui font data science. Si vous avez Jupyter, vous pouvez donc exécuter ça dans votre local, en fait. Parfait. OK. Il y a une première question. Vous pensez que l'intelligence artificielle peut elle-même un jour menacer la survie de l'homme? Je ne sais pas si Monsieur Bazongo est toujours avec nous. OK. Hmm. Bon, Aristide, vous pouvez répondre aussi si vous avez des idées de réponse, La question, bien sûr. pardon, est-ce que l'intelligence artificielle peut menacer la survie de l'homme? La survie de l'homme. Je pense que j'ai abordé partiellement cette question. Moi, Ah, personnellement, comme je vous le disais, En quelque sorte, oui. Quelque chose, bien sûr. Mélanger que. oui, monsieur, allez-y, allez-y, élaborez votre avis. Il faudrait clarifier ce qu'on entend par survie de l'homme. Est-ce que c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire le travail, il y aura beaucoup de licenciements, beaucoup de métiers qui vont disparaître, ou c'est que l'IA va devenir plus intelligente que l'homme au point d'exterminer, de mettre fin à la civilisation humaine. Donc, il y a lieu de clarification, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, s'il peut prendre la Ouais, parole et clarifier plus, en fonction de ça, on pourra apporter des éléments de réponse. ok. Sofiane, si vous êtes là, vous pouvez essayer de répondre à la question pour qu'on puisse mieux éclairer. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir, Sofiane. Voilà. Et par rapport à ma question là, c'était Oui. pour savoir si il pouvait carrément exterminer même l'être humain. Parce que si on fait référence au film, je sais que c'est pas vraiment ça, mais est-ce qu'il y a Hmm. un moyen ou une possibilité que cela arrive en fait? OK. Ok. C'est ça ma Alors, question. pour revenir à cette question, comme je le dis, les IA sont programmées par des humains, ce pas des développeurs. Sachez que quand on programme une IA,
on a toujours la possibilité, on lui met toujours des barrières. C'est-à-dire, il y a un domaine, bon, bien sûr, tout le monde veut, comme je vous l'ai dit, la question de savoir si on peut programmer une IA qui va se reprogrammer elle-même n'a toujours pas été répondue. Il y a des mathématiciens qui tentent de répondre. Je vais essayer de retrouver le papier et l'envoyer à Sawadgo pour qu'il partage. C'est en anglais, bien sûr. Il y a des mathématiciens qui tentent de répondre, mais quand cela nous tienne, quand vous tentez, par exemple, sur ChatGPT, vous lui posez des questions. Explique-moi comment je peux, aide-moi à acheter de la drogue à côté de chez moi. Il va vous dire, je ne peux pas vous aider. Ou bien des choses, en tout cas des choses qui ne sont pas éthiquement et moralement acceptables, donc qui rentrent dans la pédocriminalité, qui rentrent dans les drogues, le vol, ainsi de suite. Elle va vous dire clairement, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le jailbreak, qui permet en fait de contrecarrer par des prompts spéciaux. Mais une fois que les ingénieurs de OpenAI ou de Google découvrent, bah, il contrecarre, donc il bloque. C'est-à-dire qu'on a toujours un moyen de contrôler l'IA et de lui faire, c'est nous on l'a développé, on le commande. Si au lieu de ne pas faire, il ne peut pas faire. Voilà. Cette tendance-là sera inversée si et seulement si l'IA devient capable de se reprogrammer elle-même. Et c'est ça, je vous dis, cette question-là, mathématiquement, on tente de répondre, en tout cas, pour le papier que j'ai lu, le papier tente de démontrer que c'est impossible. On ne va jamais parvenir. Bon, c'est vrai, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est ce qu'ils ont dit. On ne va jamais parvenir à créer une IA qui sera capable de se reprogrammer elle-même. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est seulement à ce niveau qu'on peut atteindre un niveau et elle va exterminer la civilisation humaine. Et je pense que, bon, même si ça venait à arriver, on va le voir venir. On va se dire, ah, attention, et c'est nous-mêmes, on va les exterminer d'abord. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, pour notre génération, on a encore de beaux jours devant nous, mais ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas. Ok, merci Aristide pour la réponse. Ensuite, on a une deuxième question. Est-ce qu'à nos jours, des modèles speech-to-speech existent? Si oui, lesquels? Alors, qu'est-ce que vous entendez par modèle speech to speech? C'est-à-dire, vous donnez la voix et lui, elle vous renvoie la voix, si j'ai bien Voilà, c'est ça, compris. le dialogue, quoi. Je pense que c'est ça. Vapi AI, c'est le cas. Comme je vous l'ai présenté, avec le centre Mhm. d'appel là, testez Vapi AI. Ou bien, bon, Siri et Google Assistant, vraiment, ce n'est pas des IA parce que c'est basé sur des algorithmes de euh, RNN récurrent, donc réseau de neurones récurrents. C'est pas basé sur l'architecture des transformers qui est beaucoup plus puissante, mais vous pouvez tester Vapi AI. Donc, vous lui parlez, elle vous répond. Moi, j'ai aimé. Bah, c'est en anglais pour le moment. La voix est suave, douce. On a l'impression d'avoir une belle demoiselle avec qui vous parlez. Vous voyez. Donc, vous pouvez laisser, c'est un speech to speech. Il y en a pas mal. Hein. Si je retrouve, je pourrais les partager aussi, mais ça existe bien. Il y a même GPT sur mobile, en fait. Tu peux lancer, en fait, un mode qui te permet, en fait, de poser directement des questions et GPT te répond directement. C'est possible, mais sur la version mobile, quoi. Mhm. Ouais. Ensuite, on a une question. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez avec le NLP pour la traduction des langues burkinabè? Ah, mais ça, c'est une très belle question. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Parce qu'on est sur un projet donc, actuellement en collaborant, en partenariat avec des ONG et l'ambassade des Pays-Bas. Oui, c'est ça, Pays-Bas, Netherlands. Et le but, en fait, c'est de concevoir une IA multilingual, multimodal et multilingual, qui va permettre de traduire du français vers le moré, le douala et le fulfulde et vice-versa. Donc, vous voyez, si vous, moi, par exemple, je suis Bissa, Bandaogo, c'est Bissa. Je Mhm. n'ai pas honte de le dire, je ne parle pas Bissa. Donc, l'idée, ou du moins, je ne comprends pas, parce que j'ai grandi donc à Ouaga et tout. Et donc, l'idée, c'est que moi, par exemple, je puisse utiliser cet outil-là pour apprendre le Bissa. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas la seule difficulté, je dirais, ce n'est pas un cas isolé. Quand vous voulez concevoir une IA, c'est toujours la... On dit en fait que c'est en anglais, data is the fuel for AI. Littéralement traduit, c'est-à-dire la donnée ou bien les données, c'est l'essence de l'IA. Quand vous voulez, je vous ai dit que quand vous prenez GPT-3 ou GPT-4, on a utilisé tout l'intérêt, c'est plus de 10 téraoctets d'informations. Vous savez, un téra, ça fait 1000 gigas. Vous voyez les petits documents que vous avez là, ça pèse même pas 2-3 kilooctets. Hein. Mais là, on a plus de 10 téraoctets de ça. C'est pour le modèle GPT-2 même. GPT-4, j'ai pas les stats en tête. C'est beaucoup plus énorme. Ça rentre dans des pétas. Pétas, je pense, c'est 10 puissance 15. Voilà, exact 10 puissance 18. Donc, ça rentre dans les pétas, des pétaflops, en fait, des pétaoctets. C'est très, très énorme. Donc, eux, ils ont utilisé beaucoup plus ce qu'on appelle les techniques de scrapping. Donc, le scrapping, ça vous permet d'extraire
des données depuis un site web. Mais attention, ce n'est pas légal avec tous les sites web. Donc, nous, au Burkina, pour pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, si vous voulez, un dictionnaire, parce qu'il faut qu'on entraîne l'IA. Quand vous prenez ce qu'on appelle le pré-entraînement, je vous ai dit que quand vous prenez GPT, c'est générative, on a vu l'IA générative, P, c'est pre-trained, transformer. Pre-trained, je vous ai dit que c'est pré-entraînement. Le pré-entraînement se fait sur une base de données très, très énorme. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup, il nous faut en fait des mots français, des phrases françaises avec les équivalents traduits Amoureux. à Moré et en Dioula et ainsi de suite. C'est ça le Mhm. gros challenge. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'actuellement, on est en train de concevoir une application mobile. Donc, on va le lancer, je pense, en fin mai, en présence des autorités, bien sûr. Et on va faire un appel. Vous serez payé, parce que vous savez, le Mhm. problème du noir aussi, c'est ça. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire du bénévolat. Donc, vous Mhm. serez payé pour donner votre voix et nous aider à entraîner le modèle. C'est-à-dire, chaque jour, vous avez une vingtaine de tâches et chaque tâche consiste en fait à traduire les phrases. Vous avez une phrase en français, vous donnez la traduction en mollet. Si vous ne savez pas écrire mollet, pas de problème, vous parlez. Il y a un bouton pour parler, vous enregistrez et vous envoyez. Donc, c'est ça le gros challenge nous, on essaie de développer une application et d'investir un budget pour essayer donc d'attirer en fait les gens vers nous. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, moi je rebondis automatiquement sur la réponse que tu viens de donner. Tu as dit que vous allez prendre en fait souvent la voix. Maintenant, Mhm. après, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez transcrire ces voix-là? Ou bien Non, en fait, comment est-ce là, que il vous faut comprendre, allez très belle procéder? question. Très belle question. Là aussi, on veut Mhm. développer, vous savez, ce qu'on appelle la synthèse vocale. La synthèse vocale, pour une voix mourir, n'existe Mhm. pas. C'est-à-dire que si vous partez, vous Ouais. pouvez essayer Eleven Labs. Eleven Labs, la fameuse voix que vous trouvez sur TikTok dont je parlais là, la même voix que tout le monde prend pour mettre. En fait, ils partent sur un site qui s'appelle Eleven Labs. Eleven Labs, en fait, c'est une entreprise française qui est beaucoup plus dans la synthèse, donc speech synthesis. Donc, vous mettez du texte, vous sélectionnez une voix et ça vous parle. Si vous partez mettre du moré, il n'y a pas de voix parce que vous savez que le moré a sa Mhm. phonétique. Le diola Yeah. a sa phonétique. Si vous Mhm. tentez de faire lire le moré par une voix à consonance française, Mama yela yam ti mamarata tiengarage, vous n'allez rien comprendre en fait. C'est ça, l'accent ne sera pas L'accent. au rendez-vous, quoi, c'est ça. C'est un peu comme ça. Donc, Ouais. pourquoi on recueille la voix? Nous, on recueille la voix parce qu'on veut entraîner Mhm. également le modèle de speech synthesis en moré. C'est-à-dire que vous lui donnez le texte en moré, elle va être capable de lire le moré. C'est la raison pour laquelle on recueille la voix. Et Ok, après, bien parfait. sûr, voilà, il faudrait faire Mhm. de la transcription pour pouvoir Ouais. matcher, sinon on aura des données vides, beaucoup de données vides, parce Mhm. que beaucoup ne savent pas écrire en fait le moré, quoi. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Mhm. Ok, une autre question. Que pensez-vous de Devin AI qui compte révolutionner le software engineering? J'ai parlé de deviner, Ouais, on deviner, a parlé de ça. on a parlé de ça, c'était un gros mensonge Ouais, de c'est l'entreprise. ça. Donc, ne vous inquiétez Mhm. pas, en tout cas, ce n'est pas Divine qui va vous remplacer. Ça, c'est sûr. Quelles sont toutes les compétences à acquérir pour créer des intelligences artificielles? Bah, c'est simple, venez à la Goya Academy, je vous ai donné on a des formations. Alors, en gros, je vais donner les étapes, si vous voulez, les étapes pour quelqu'un qui veut vraiment se réclamer ingénieur IA Expert. ou expert IA. Vous commencez par ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Je vous ai parlé de l'IA prédictive. C'est par des algorithmes, ça peut être la régression linéaire, logistique, la classification, des arbres de décision, les KNN. Il y a plein d'algorithmes. C'est ça d'abord la base. Parce que là, vous vous habituez, vous vous familiarisez déjà au concept de dataset et comment on entraîne un modèle. Là, c'est vraiment élémentaire parce que vous ne vous souciez pas, vous appelez des fonctions, .fit, .train, .predict, simple, et ça vous entraîne les modèles comme vous voulez. Donc ça, c'est du machine learning. Après le machine learning, il faut que vous explorez ce qu'on appelle le deep learning. Vous voyez que Mhm. on rentre dans l'apprentissage profond. À partir de là, on aborde en fait le concept de réseau de neurones ou bien de perceptrons multicouches, ainsi de suite. Donc, vous avez les réseaux de neurones récurrents qui sont beaucoup plus utilisés, les réseaux de neurones convolutionnels. Vous devez aborder, savoir comment vous pouvez entraîner un modèle neuronal, maîtriser donc les notions de descente de gradient, c'est la base en fait de l'IA, que ce soit dans le machine learning, deep learning, descente de gradient, backpropagation. Donc, j'ai parlé de ça quand je vous expliquais en fait comment la diffusion marche, comment ils font pour générer les images là. Donc, j'ai parlé de ça, backpropagation et tout, LSTM et tout. Et après, maintenant,
Donc, le chat GPT, les transformers, c'est récent et c'est en 2020. Vous abordez dans la notion des transformers parce que tous les LLM de nos jours, en fait, c'est ça. Donc, vous allez notamment étudier les tensions, les diffusions et ainsi de suite. Si vous finissez ça, vous êtes un expert abouti. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'apprendre chez nous, Goya Academy. Donc, vous êtes les bienvenus. Parfait. OK. Quels sont les défis actuels de la recherche sur l'intelligence artificielle? Que cherche-t-on à faire, par exemple? Quel objectif est recherché dans les 5, 10, 15 ans à venir dans le domaine? Vous pouvez le lire là. J'essaie de relire moi-même la question. Alors, Ouais. Demande en fait quels sont les défis actuels dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle, quoi. Et quels sont les objectifs qu'on compte atteindre dans les 5, 10, 15 ans à venir dans le domaine. ben forcément, déjà Google, pour ceux qui voient Gemini, c'est d'être capable d'avoir une IA complètement interactive. Parce que les IA de nos jours, je dis, ne voient pas. En tout cas, pour l'objectif que pardon, c'est Google, pas Goya, j'aime Goya parce que c'est ma boîte, que Google s'est fixé, c'est que Gemini Pro Ultra, pardon, doit être capable de voir. Par votre caméra, on veut que l'IA soit capable, c'est-à-dire on veut lui donner des yeux. C'est ce que eux, ils aspirent à faire. De telle sorte que vous puissiez, par exemple, lui présenter une photo en live comme ça. Il lui dit, décris-moi la photo. Vous n'avez plus besoin d'écrire. C'est-à-dire, c'est une interaction, je Direct. dirais, voilà, directe. Vous n'avez pas Mhm. besoin d'écrire. Vous faites juste des gestes. Vous lui donnez une commande vocale et puis elle va vous répondre. Donc, ça, c'est l'objectif visé par Google avec Gemini, par exemple. Peut-être, comme en IA, il ne faut pas vraiment dire que c'est... Parce que ça va très vite. Il y a de cela 2, 3 ans, personne ne disait qu'on allait avoir des trucs comme Meta AI ou ChatGPT et ainsi de suite. Voilà. Mais voyez où? Donc, ça va très, très vite. Peut-être l'année prochaine, ils vont être capables de le faire ainsi de suite. Donc, du côté de OpenAI, je connais, comme personnellement, je ne suis pas trop OpenAI. C'est Google que je suis avec Gemini et aussi Facebook avec Mhm. leur Llama. Donc, côté de OpenAI, je ne sais pas trop ce qu'ils visent. Mais bon, Mhm. c'est déjà pour vous donner une idée. Ouais, bon, on va juste dire qu'en gros, on cherche juste à faire un humain, quoi, si on veut. Voilà, Voilà, on cherche juste s'approcher à se rapprocher de ça, voilà, exactement de au l'humain. maximum de l'humain. Oui, voilà, monsieur Bazongo qui vient de nous rejoindre. Oui, monsieur Bazongo. Oui, juste un petit commentaire sur la question. Actuellement, Mhm. bon, ça a toujours été le cas d'ailleurs. C'est ce qu'on essaie les chercheurs essaient d'atteindre, c'est ce qu'on appelle l'IA disons, d'intelligence générale. C'est-à-dire une IA qui a vraiment le même niveau que l'être humain et la super intelligence qui a carrément dépassé voilà, l'intelligence humaine. Et c'est un débat, on appelle ça AGI, je ne suis pas sûr du terme en français, mais Artificial General Intelligence, AGI, ça c'est vraiment, voilà, c'est ça que Elon Musk en fait craint. Voilà, et certains disent que, voilà, dans 5 ans, on va atteindre AGI. Elon Musk, je pense qu'il avait dit l'année prochaine. Mais bon, c'est des spéculations. C'est les mêmes spéculations que les gens ont quand on dit quel est le prix du Bitcoin. Chacun donne son chiffre, voilà, des trucs comme ça. Bon, on ne sait pas exactement quand, hein, chacun, voilà. Mais j'aime beaucoup l'approche de Yann LeCun. Pour ceux qui ne connaissent pas Yann LeCun, je pense que Bandaogo, ça c'est bien le nom, hein, Bandaogo. Oui, Alors, je pense que Banango a parlé beaucoup de Lama, de Mistral. Yann Lequin, c'est le chef de Meta AI. C'est eux qui font sortir le Lama 1, 2, 3. Yann Lequin, actuellement, il est sur une autre trajectoire en termes de recherche. Parce qu'en réalité, quand vous prenez les LLM, c'est pas vraiment l'intelligence humaine. Parce que, comme ça a été dit tantôt, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour entraîner une LLM. Énormément de données. Et ça demande beaucoup de temps pour entraîner. Vous pouvez entraîner pendant des jours et des jours. OK? Et vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour entraîner une LLM avec une infrastructure ultra puissante. Vous voyez? Alors qu'au finish, en fait, vous allez avoir une LLM qui a un niveau d'intelligence qui n'est pas extraordinaire par rapport à un être humain. OK? D'ailleurs, il y a lequin dit que bon, une LLM n'est pas plus intelligente qu'un enfant de 4 ans. OK? Il y a une étude qui a été menée sur ça. Donc, vous voyez, s'il faut autant de ressources, autant de moyens, autant de tout ça pour avoir une intelligence qui ne vaut pas un enfant de 4 ans, ben, c'est qu'il y a un problème. c'est C'est qui est normal. important. Donc, actuellement, ils sont en train de réfléchir à d'autres alternatives. Ils sont à voir essentiellement ce qu'on appelle Objective Driven AI pour voir si on peut
faire de l'IA d'une autre manière. C'est vrai qu'actuellement, la tendance est Generative AI, l'IA générative, mais dans la recherche, c'est autre chose en fait. Donc, si vous êtes dans la recherche, il faudra voir les autres options, puisque l'IA générative, c'est maintenant. Mais si vous êtes dans le développement d'applications, vous êtes ingénieur, développeur et tout, c'est l'IA générative. Mais les chercheurs, ils sont vraiment en train de voir d'autres aspects. Donc, c'était un peu ce que je voulais ajouter pour cette question-là. Ok, parfait. Merci pour votre intervention. Il y a quelqu'un qui pose la question, en fait, à Bandoro à savoir, bon, monsieur Bazongo aussi, hein, que côté hardware, est-ce qu'on a déjà le matériel, en fait, pour les entraînements des LLM? Genre à Ouaga, dans la traduction de nos langues, quoi, au Burkina. Bon, je vais peut-être reprendre ça d'abord, puis pourra Mhm. compléter. Je sais que vous avez Citadel qui a déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Citadel, c'est un centre de recherche, je pense, de l'université virtuelle qui a, voilà, déjà des serveurs propres à eux. Personnellement, je n'ai pas travaillé avec eux, j'ai juste quelques connaissances qui sont là-bas. Mais sachez que je vais vous montrer, je vais le partager mon écran pour vous montrer rapidement un papier que j'avais aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, hein. Oui, c'est parfait. Donc, en fait, là, par exemple, on vous montre ce que vous devez faire si vous voulez entraîner un modèle comme Llama 2. Donc, vous avez 10 terabits de texte, donc qui viennent d'Internet, Wikipédia, tout, pas tout l'Internet, mais en tout cas, une bonne partie d'Internet. Et là, vous allez l'entraîner sur des serveurs à 6000 GPU. GPU, c'est la carte graphique. Ça demande, pour ceux comme ceux qui minent, je ne sais pas si vous connaissez la notion de miner le Bitcoin, ce sont des notions qui demandent beaucoup, beaucoup de GPU, que ce soit pour l'entraînement de modèles, comme il le disait tantôt. 6000 GPU pendant 12 jours et à un coût estimé de 2 millions de dollars. Ça veut dire que si vous voulez recréer ça de zéro, c'est ce que vous devez faire. Facebook, par exemple, c'est comme ça ils ont fait. Ils l'ont entraîné pendant 12 jours et ça leur a coûté 2 millions de dollars, juste la phase d'entraînement. Donc, c'est très cher. Je ne pense pas qu'au Burkina, actuellement au Burkina, on a beaucoup plus d'autres priorités, notamment donc, la lutte contre le terrorisme et tout. Voilà, parce que 2 millions de dollars, quand même, c'est quand même un investissement conséquent. Donc, pour pallier ce problème-là, justement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se baser sur les modèles pré-entraînés. Alors, j'ai parlé de ça. On va utiliser en fait des modèles pré-entraînés et sur la base de ça, on va réaliser ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc, on va aiguiller, si vous voulez, en fait, les hyperparamètres, c'est une notion de paramètres. Donc, on va tenter de trouver les bons paramètres, hein, mais en se basant sur des solutions qui existent déjà. Nous, c'est ce qu'on on fait avec le NLP, donc l'IA qu'on veut faire. On va utiliser beaucoup GPT-4, vous connaissez déjà. Donc, on a des ressources de GPT-4 qui sont publiquement accessibles que nous allons utiliser, qu'on va combiner aussi à d'autres LLM. Alors, notamment Mistral. Je pense que j'ai parlé de Mistral aussi. Mistral et tout ça. Parce que nous, on n'a pas les ressources. 2 millions de dollars, c'est trop. Je pense que c'est pratiquement 1 milliard de francs CFA, juste pour l'entraînement. Mhm. Donc, on n'a pas ces ressources pour le moment, en tout cas à ma connaissance. Peut-être au niveau du Citadel, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Donc, nous, GoAI, c'est comme ça que nous on procède. On se base sur les modèles open source existants. On fait du fine-tuning, voilà, pour l'adapter maintenant aux langues burkinabé. Ok. Cédric, vous avez une question? Ok, parfait. Donc, on avance. Il y a quelqu'un qui demande un stage chez vous, qu'il a en informatique. Donc, Monsieur Bazongo, Monsieur Bandaogo, le potentiel stagiaire. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Vous êtes Donc, la bienvenue, hein, vous êtes la bienvenue. ok. Il y a quelqu'un qui demande combien touche à peu près un ingénieur IA de nos jours, le nerf de la guerre. Comme, Combien touche à peu près un ingénieur IA? Ça dépend des pays. Vous savez que le niveau de vie aux États-Unis n'est pas le même qu'en France, n'est pas le même qu'au Maroc, où moi je sais qu'il n'est pas le même au Sénégal, où Monsieur Savago est, et n'est pas le même au Burkina. Voilà. Ouais. Alors, je vais donner les estimations pour ceux que je connais. À Ouaga, pour le moment, alors, en toute honnêteté, hein, il y a très, très, très peu de recrutement de data scientists ou d'ingénieurs IA à Ouaga. La dernière offre que j'ai vue, elle venait d'Orange, Orange, le réseau là. À part Mhm. eux, je pense Citadel aussi, l'université virtuelle, parce que généralement, ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans la recherche, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'entreprises AI au Burkina qui travaillent vraiment sur des modèles comme ce cas-là.
Il y a Citadel aussi qui travaille sur un projet similaire, traduction langue connaît bon. Alors, pour ce qui concerne le Maroc, un data scientist, quand vous êtes un entry level, c'est-à-dire que quand vous finissez donc l'école d'ingénieur, vous avez fait un bac plus 5, donc c'est ça ce qu'on appelle entry level. Ça peut aller, alors c'est un dirham. Un dirham, je pense, ça tourne autour de 60 francs. Donc, ça va de 10 000 à 12 000 dirhams. Donc, ça veut dire 600 000 à 720 000. Entre 600 et 720 000. Ça, c'est entry level. En tout cas, vous pouvez consulter sur LinkedIn. Ou bien, il y a, par exemple, beaucoup ici au Maroc, c'est ça. Après surtout 2 ans, donc vous pouvez changer de boîte ou bien demander une augmentation. Vous pouvez atteindre, mais à terme, après 5 6 ans, vous pouvez atteindre facilement les 20 000 dirhams. Parce que c'est un domaine où on n'a pas beaucoup de personnes. 20 000 dirhams, ça vous fait quelque chose de 1 200 000. Voilà. Par contre, donc ça veut dire ça fait 2 000 euros. En France, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas les stats, mais je sais que aux États-Unis, parce que je suis aussi beaucoup de l'actualité là-bas, bah, vous en avez en entry level, il y en a qui travaillent sur Netflix en tant que data engineer, data scientist. Entry level, ils sont à 200 000 $ par an. Donc, faites les. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de taxes, hein. Ah ouais, quand Mais même, ouais. bon, on va diviser par 12 pour essayer, ça c'est le brut. 200 000, c'est le brut annuel. Et il y a une qui travaille chez Google, en tant que data scientist aussi. Elle est notamment dans le projet Gemini. J'ai suivi son interview. Elle dit qu'elle a 400 000 $ par an, 400 k annuels. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des domaines vraiment en tendance, l'IA, le cloud, cybersecurity. Ce sont les domaines du futur et c'est très bien payé, ça, je ne vais pas je vais pas vous le cacher. Donc, voilà. Ouais. Concernant les données, en fait, que j'ai à ma connaissance. Après, ça varie bien sûr d'une entreprise à l'autre. Ok, parfait. Monsieur Bazongo, vous avez quelque chose à ajouter? Oh non, moi je suis consultant, je suis payé beaucoup plus. Donc ça dépend des projets. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai Ok. qu'il y a effectivement il y a ce qu'on appelle un talent shortage. Donc ça fait qu'il Mhm. y a effectivement plus d'opportunités. Ok, Voilà. parfait. Donc, ah, les gars, il faut être des consultants, hein. Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent là-bas. Ok, une autre question. Sa question concerne l'IA confrontée aux cyberattaques. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait-elle constituer une faille potentielle que pourraient exploiter les Black Hats? Que pourrait exploiter les Black Hat dans quel sens? Je sais qu'on a une conférence prévue sur le thème l'IA et la cybersécurité, mais c'est dans le Mhm, sens en fait où l'IA nous aide à lutter pour et à anticiper potentiellement, donc l'IA prédictive. Là, on ne rejoint mhm, pas l'IA générative, mais c'est l'IA prédictive. Anticiper. mhm. Vous savez qu'on a des groupes de hackers qui sont très très connus et qui ciblent régulièrement des institutions gouvernementales. Donc, Ouais. on travaille par exemple sur des IA capables de dire, ah, aujourd'hui, ils ont ciblé, c'est un peu, je pense que ça avait été évoqué même une année, je ne sais plus, par un expert au Burkina, pour tenter en fait de prédire la prochaine frappe des terroristes à Ouaga. Bon, au Burkina, pas, désolé, au Burkina. Donc, c'est-à-dire que sur la base, on se base sur Les attaques passées. les attaques Mhm, passées et on essaie de trouver ce qu'on appelle un pattern pour voir est-ce qu'ils ont un schéma que mhm. peut-être inconsciemment ils suivent. C'est ça le but de l'IA, c'est de trouver en fait le schéma sous-jacent qui décrit un modèle, donc une base de données. Et donc, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec essayer de prédire tel groupe-là, par exemple, c'est quel, et ça, c'est beaucoup plus dans la police. Donc, au niveau des polices, vous avez des experts en cybersécurité, combinés avec des experts en IA, qui travaillent donc sur les algorithmes pareils. Maintenant, constituer une faille potentielle que pourrait attaquer les Black Hats, je ne pense pas, hein. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir hacker Google en envoyant simplement. Après, c'est possible, mais bon, c'est pas Google. Si c'est des petites entreprises, oui, parce que vous savez que sur un site web, vous pouvez entrer du code, ce qu'on appelle le euh, Remote Code Injection. Mhm. Voilà, RCI, c'est une attaque qui permet en fait d'injecter, c'est-à-dire qu'au lieu de taper du texte, j'entre du code qui potentiellement, en fait, il y a bien sûr la sécurité nécessaire. Donc, ça va Mhm. m'étonner. Ça va m'étonner. Ok, parfait. Maintenant, il y a une autre question. Y a-t-il des recherches sur de nouvelles architectures de modèles ou sur le problème d'alignement que vous connaissez? Alors, sur le problème d'alignement, bien sûr, il y a des recherches, mais sur d'autres architectures, personnellement, à ma connaissance, non. Bon, après, actuellement, on n'a pas encore fini d'explorer même la potentialité du transformer. Mhm, Voilà. Je sais que aujourd'hui, un des challenges, donc j'en avais parlé, je vous avais montré mon autre document là, qui a parlé de ça.
c'est que voilà, un des challenges en fait qu'on a, c'est que les IA, on a ce qu'on appelle des IA de niveau 2. On n'a pas encore atteint le niveau 3. Le niveau 3, c'est que si vous, par exemple, si vous parlez à ChatGPT aujourd'hui, vous revenez demain, vous lui demandez de quoi est-ce qu'on a parlé hier. ChatGPT ne sera pas capable de vous répondre. Voilà, donc, parce qu'il y a un problème de, je dirais pas problème de mémoire, mais c'est en tout cas, c'est un des gros problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau. Vous avez Chief Director chez OpenAI qui a démissionné pour s'investir potentiellement à temps plein sur ça, mais bon, moi, je ne suis pas trop ces trucs. Nous, on est beaucoup plus dans l'IA générative même. Ok, parfait. Non, il faut aussi préciser que c'est si tu viens pas dans la même discussion que ChatGPT ne saura pas te répondre, quoi. Mais si c'est dans la même discussion, ça peut être une suite logique quand même. Non, Bon, en fonction, bien sûr, de la version. si tu as fermé la session et tu es revenu, elle va pas se rappeler. Tu peux essayer. Si tu n'as pas fermé la session, tu es revenu, oui. Mais si tu as fermé la session, tu es revenu, non. Vous pouvez essayer. Allez-y, essayer tout à l'heure. Non, C'est-à-dire, vous pour GPT quand Mhm. même, si tu reviens sur la même discussion, c'est-à-dire, parce que GPT te permet de classifier en fait l'historique des discussions. Donc, si tu Mhm. reviens dans la même discussion, ChatGPT est Sélectionner capable, en l'historique. fait, voilà, c'est ça. Oui, ChatGPT oui, est oui, capable de te oui. répondre, Là, ouais. là. C'est quand tu crées une nouvelle discussion que, voilà, GPT ne te retrouve plus, quoi. Exactement, Oui, exactement. oui. Donc, peut-être créer peut-être après des modèles qui vont pouvoir prendre toutes les Voilà. discussions et te répondre directement. Ça peut être Exactement, très c'est intéressant. ça. C'est ce qu'on appelle les IA de niveau 3 qu'on n'a pas encore atteint. Parfait. OK. Donc, je pense on a plus de questions, hein. Il n'y a plus de questions? Tac, tac. En tout cas, je pense que franchement, c'était parfait. C'était assez passionnant. Donc, avant de Bon, clore, je pense qu'on a une Mhm. question, hein. Je vois une question de Ah ouais, monsieur. Voilà. Anselme Ouedraogo, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Peut-on parler vraiment de l'intelligence artificielle sur le continent africain avec le manque de données que nous avons dans nos pays? Mais- Bon, je peux peut-être commencer, mais bien sûr qu'on peut parler. On n'a pas vraiment de manque de données. C'est juste que, contrairement à la mentalité occidentale, nous, les Africains, on n'aime pas travailler tant qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. Bénévolat, là, on n'est pas dedans. C'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous, l'app qu'on développe, donc, vous serez payé pour fournir les traductions. En fait, les données sont là, juste que c'est comment les collecter. C'est Mhm. quand vous dites qu'il y a manque de données, ça veut dire qu'on n'a pas peut-être des gens qui peuvent nous traduire du français vers le mot ou bien des vieux qui vont nous raconter des contes que nous, on va transcrire et traduire. Mais on a beaucoup de ressources. Les ressources sont là. Maintenant, c'est comment les collecter et les numériser pour pouvoir entraîner le modèle. C'est ça le challenge, en fait. Voilà. Donc, bien sûr qu'on peut parler d'IA, ça commence à venir. On a l'Ouganda, il y a une entreprise, je connais Sunbird AI, un peu un partenaire de Go AI. Eux, ils ont déjà Mhm. fait exactement un truc pareil pour l'Ouganda. Mhm. Et on est en permanente communication, on échange permanemment. Ouais, Donc, de l'anglais vers des langues locales ougandaises et tout. Donc, parfait. ils ont pu rassembler les données, le dataset et tout. Donc, bien sûr qu'on peut parler d'IA sur le continent africain. Parfait. Oui, il y a M. Oui. Bazongo qui va suivre, hein. Oui, monsieur Batongo, on vous écoute. Oui, oui, j'allais juste dire que en fait, en Afrique, il y a l'écosystème est un peu moins développé, disons beaucoup moins développé que dans les autres pays, en Europe, aux États-Unis. C'est la grande raison pour laquelle, en fait, on a l'impression que effectivement, voilà, il n'y a pas d'IA en Afrique. Ok. Il n'y a pas beaucoup de startups, il n'y a pas beaucoup d'investissements, il n'y a pas beaucoup de talents. Vous voyez, et puis, ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas beaucoup de hubs. Ouais, vous partez aux États-Unis, il y a des hubs. Vous partez en France, il y a la station F. Il y a des pays qui s'en sortent. Par exemple, je sais qu'au Maroc, ils ont de bonnes politiques qui encouragent la jeunesse. Il y a des politiques, mais vous prenez des pays dans le Sahel, par exemple, il n'y a pratiquement rien qui se fait pour encourager cela. Même en Côte d'Ivoire, je ne connais que peut-être le Bénin qui fait des efforts. Le Sénégal aussi fait de bons efforts. Donc, en fait, c'est un manque d'écosystème qui fait qu'en fait, voilà, on a l'impression que rien ne bouge. Mais quand même, il y a des startups. D'ailleurs, InstaDeep est une startup tunisienne qui a été rachetée par BioNTech, voilà, qui a pu avoir un exit. Il y a d'autres startups, il y a Lelapa AI, il y a quand même beaucoup de startups qui arrivent à faire leur marque, mais il faut vraiment beaucoup d'investissement. Ce sont des choses. Et puis aussi, il faut reconnaître que le marché est trop petit. Quand vous prenez nos pays, par exemple, je prends le Burkina, il n'y a que 2 3 millions d'internautes. Voilà, c'est très faible. Voilà. Et puis, les gens ont d'autres préoccupations. Et puis ensuite, on vient de dire que, bon, il n'y a pas longtemps, je disais que
Voilà, la plupart des gens, c'est des agriculteurs. Donc, il y a plein de problèmes structurels qui font que, bon, on n'est pas au même niveau que les autres. Ça fait que c'est plus compliqué. Mais avec le temps, peut-être qu'on va faire un leapfrog et puis arriver à, voilà, à combler en fait voilà, ces besoins-là. C'est ce que je voulais ajouter. Et j'allais m'excuser, je dois bouger maintenant. Ok, Euh, voilà. donc, donc, je me permets de vous remercier encore pour, voilà, pour l'invitation. Mais c'est avec Euh, plaisir. C'est nous vous remercie voilà, et surtout. puis on reste surtout en contact. Et avec, pourquoi pas, Bandaogo, on va lancer des formations. Ce serait bien que vous participiez à former toutes les personnes qu'on pourra, en tout cas qui sont intéressées. Parce qu'avec la semaine, il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Donc voilà, on a besoin de plus de personnes qui sont intéressées. Donc, si vous avez une entreprise qui le fait, ben, vous êtes la bienvenue. Voilà, merci et puis bonne continuation à tous. Avec plaisir. Hmm. Je ne sais pas si Ismaël Mouedemi est là pour le président pour dire au revoir à Monsieur Bazongo. Ok, bon. Donc, on continue d'abord avec les séances de questions et ensuite on va clôturer. Bon, on va prendre quelques questions, hein. Maintenant, donc du coup, il y a une question, tac, tac, tac. En tant que jeune, quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour permettre à l'Afrique, plus précisément au Burkina Faso, de se positionner dans ce développement si rapide de l'intelligence artificielle? Le micro est désactivé. Merci de m'avoir souligné cela. Ce que moi je peux dire, c'est que en fait, il faut, vous savez, moi personnellement, là où je travaille là, je ne me suis pas basé sur ce que j'ai appris à l'université. Voilà. Si vous vous contentez de ce qu'on vous apprend à l'université là et vous sortez, vous n'allez même pas être moyen. Vous risquez d'être en dessous de la moyenne. L'informatique, l'IA, de façon générale. Et quand vous prenez des trucs comme ChatGPT, c'est des trucs récents. Donc, beaucoup d'universités n'ont même pas encore intégré ça dans leur programme parce que Transformers, c'était en 2020, pendant Covid, que le research paper est sorti. Donc, ils ont entraîné GPT-2 et ainsi de suite. Donc, ne soyez pas des gens qui aiment le moyen. Ça demande beaucoup de travail. Quand vous voyez les Américains et tout, ils ont vraiment travaillé. Et moi, je me dis, vous savez, moi, j'ai l'avantage de vivre donc, dans un pays arabe maghrébins, je les côtoie. Ce sont des gens qui aiment travailler. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ce sont des gens qui aiment travailler. Ils ne jouent pas quand il est passionné ou bien quand il est dans un domaine là, il s'investit à temps plein. Et moi, parce que j'ai vécu dans les deux pays, je suis vécu au Burkina, je pense qu'au Burkina, c'est ça le challenge. On n'a pas encore atteint ce niveau. Il faut qu'on fasse tout pour atteindre ce niveau. Il faut qu'on sache faire. Nous, on aime encore le bruit. On dit, bon, quand le week-end arrive, on est dans le bruit. Non, on n'est pas encore arrivé au stade où on peut profiter. Comme il a dit, nous sommes jeunes. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade où on peut profiter du prix du week-end. On est toujours au stade où on doit travailler pour nous construire, pour construire notre avenir. Quand tout ça sera OK là, on va profiter du prix du week-end. Donc, ne négligez pas, ça demande beaucoup de travail personnel, de recherche surtout. Et puis, je pense qu'on va y arriver, bien sûr. Inch'Allah, bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu penses de la RD? Actuellement, nous avons fait de la collecte de la data que nous avons mis sur You can Hugging face. Face, voilà, en libre C'est ça. accès. Oui, Hmm. oui, j'ai vu ça, bien sûr. Bon, vu que on n'a pas encore, c'est vrai que c'est un libre accès, on avait exploré la possibilité effectivement d'utiliser ce dataset-là aussi. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a de la voix aussi. C'est déjà prononcé. Donc, maintenant, on veut beaucoup plus de données parce que les attentes sont grandes. Plus on a de données, plus le modèle sera plus performant. Donc, bien sûr, on va utiliser ça, mais on va aussi collecter donc, nos propres données, quoi. Ok, parfait. Merci de l'avoir souligné. Donc, je pense que on est à la fin. On n'a plus de questions en tout cas. Je pense que voilà, on va poursuivre notre séance questions-réponses. Parce qu'on a quand même débordé. On devait s'arrêter à C'est ça. 20h30, mais là, on est à 21h pratiquement. Donc, je ne sais pas si on a le président ou toujours pas. J'ai essayé de le joindre. Euh, Bonsoir, Boubacar, je suis là. Je ne sais pas si vous Oui, me recevez. oui, bonsoir, on t'entend très bien. Ok, super. Donc, chers participants, déjà un grand merci à nos intervenants exceptionnels, M. Amon Bazongo, fondateur de Tech Emerging Africa et initiateur également du Sénat, qui est la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, et, ainsi qu'à M. Aristide Bandaogo,
fondateur de Go AI Corporation et ingénieur IA chez Philippe Maurice International, ainsi qu'à notre modérateur Aboubakar Sawadgo, chargé à la communication de la Fédération des étudiants du Faso, FEFAS, et ainsi que cofondateur de Ticket Place, pour avoir rendu ce webinaire si enrichissant à travers votre présentation ainsi que les réponses que vous avez accordées aux questions qui ont été soumises. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et également vous féliciter pour toutes les questions que vous avez eu à poser. C'est grâce à ces questions et ces débats-là qu'on a pu apprendre plus de ce que l'IA va représenter sur le futur du travail. Et je suis convaincu que les idées qui ont été partagées aujourd'hui nous aideront à saisir les opportunités et à relever les défis que lui présentent pour le monde professionnel de demain. Sans plus tarder, je vais clôturer la séance et souhaiter une bonne nuit à tout un chacun. Inviter ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe WhatsApp à le faire. Je pense que Abou a joint le lien dans le chat normalement. Je l'ai vu il n'y a pas Oui, longtemps. effectivement. Oui, Je parce que c'est l'ajoute un groupe encore. c'est ça, c'est un groupe où nous allons régulièrement organiser des webinaires et vous pouvez également proposer des thèmes de webinaires afin que nous puissions les étudier, trouver les intervenants adéquats et organiser ces webinaires-là chaque 2 semaines. Ceci représente notre deuxième webinaire et franchement, c'est déjà euh, un succès. Je vois qu'il y a eu plus de 50 intervenants et plus de 50 participants, je veux dire. Du coup, merci encore à vous et excellente soirée à vous. Merci. Donc, tous liés, bien sûr, dans ces échanges-là, peut-être avec vos voisins, avec vos amis, avec vos collègues, voilà, pour essayer de voir comment est-ce que on peut pousser l'intelligence artificielle. Bien sûr, il faut qu'on soit bénévole parce qu'on est à un niveau vraiment bas, donc il faut qu'on crée de la donnée. Bien sûr, on a de la donnée, mais il faut regrouper comme ce que M. Bandaogo l'avait dit, en fait. Il faut qu'on puisse collecter ces données-là, les mettre ensemble pour, bien sûr, pouvoir entraîner des modèles qui vont booster le développement de l'intelligence artificielle, en même temps le développement de nos pays. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et merci encore, M. Aristide Bandago, pour votre disponibilité. C'est au revoir. Au revoir.